Pour l'instant, j'ai fait un parapentiste. Après, j'ai fait un agriculteur. Et maintenant, j'ai trouvé un agriculteur parapentiste. Franck Lepage. Bonjour. Bon, alors, avant de parler éducation populaire, on va parler poireaux et potirons, si ça te va. Donc là, c'est les potirons. Parce que j'ai décidé qu'en fait, on allait faire une séquence jardinage sur ce site. Parce que je trouve que pour l'été, c'est bien pour les gens. Hein, c'est concernant le jardinage. Je pense qu'il faut qu'on diversifie nos activités. Mesdames, Messieurs, ceci est un poireau. Aujourd'hui, j'habite en Bretagne et je suis dans la culture des poireaux. Avant, j'habitais Paris et j'étais dans la culture. On dit la culture. On a un truc en France qui s'appelle la culture. Alors, tout le monde comprend ce que c'est. Hein. Quand vous dites la culture, les gens comprennent tout de suite qu'il ne s'agit pas de poireaux. D'accord ? Et donc moi j'étais dans la culture. Voilà, j'étais dans la culture, donc j'habitais Paris. Hein. C'est là qu'ils sont tous les cultivateurs, c'est la capitale. Parce qu'on dit la culture. La culture, vous voyez ce que je veux dire, la culture avec un gros cul, quoi, vous voyez, voilà. Donc j'étais là-dedans. Alors pour être très très précis, je pourrais dire que j'étais dans la culture des pauvres. Voilà, si vous voulez, mon travail consistait à cultiver des pauvres, et maintenant je cultive des poireaux. Voilà. C'est beaucoup plus facile. Le pauvre est une espèce résistante à la culture. Et donc quand j'ai essayé de cultiver des pauvres, je me tapais bide sur bide. Maintenant je suis dans la culture des poireaux, ça va beaucoup mieux. Et donc c'est l'histoire que je vais un peu vous raconter. Je faisais ça dans les banlieues, hein, c'est là qu'ils sont essentiellement. Et donc mon travail consistait à les cultiver, c'est-à-dire bon, grosso modo à leur balancer du fumier culturel, vous voyez, sur la tête pour les faire pousser, essentiellement sous forme d'art contemporain. Il y a énormément de fumier dans l'art contemporain, et donc ça pousse très bien. Et donc je leur balançais des charrettes de danse contemporaine, musique contemporaine, théâtre contemporain, etc. Avec l'idée que ça allait les faire pousser, vous voyez, et qu'ils allaient rattraper les riches. D'abord, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, genre ma mère, la mère de François, tout ça, il faudrait faire une petite présentation rapide. Mais justement expliquer tu veux que pas tu la n'es pas faire humoriste. Ben, parce que j'y arrive ouais, pas, moi. C'est vrai? Non, mais c'est vraiment typique. C'est-à-dire que quand des gens disent « Alors, mais qu'est-ce que vous faites ?» C'est juste impossible. Mais, et donc, je trouve ça vachement intéressant quand d'autres gens le font, tu vois. D'accord. Alors, je vais le faire, mais il y aura sûrement des trous et je vais mal dire les trucs. Hein, d'accord. c'est pas grave, on s'en fout. Je te donne juste une anecdote. Je vais présenter la conférence à Lorient il y a quelques années et les gens qui organisent ça me disent tu veux pas faire une radio associative à Lorient, tout ça. Je dis bah ouais si tu veux. Donc j'arrive et je tombe sur une radio type énergie, tu vois, à fond speedé, tu vois, Franck Lepage, attention à vous dans 2 minutes. Je dis ouais ok. Et là le mec il commence alors Franck Lepage, je vais vous présenter ce soir un truc qui s'appelle l'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu, ah là là. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce spectacle? Qu'est-ce que c'est? Et là, je fais, c'est un spectacle politique. Et là, je vois le mec. Donc moi, j'essaie de me raccrocher au trottoir. Tu vois, je fais, non, mais c'est marrant. Enfin, en même temps. Un type, il me regarde. Je dis, c'est drôle, ça parle d'éducation populaire. Le mec, tu vois. Et là, je dis, bon, laissez tomber. Non, mais comment tu veux expliquer? Vas-y, qui suis-je? Alors, pour toi, non mais... Du coup, je vais pas travailler le truc parce que comme je suis feignante, je laisse les gens présenter. Non, pour moi, tu es, comment dire, enfin, ton métier, là où ce qui te rapporte de l'argent, c'est l'éducation populaire, on va dire ça comme ça. C'est ça qui te fait vivre. Ok? Oui, d'ailleurs, on a un super slogan, l'éducation populaire, vous la vivez, nous en vivons. Nous en vivons. Donc l'éducation populaire, on rappellera plus tard ce que c'est exactement, un peu l'historique du truc. Mais en gros, tu fais partie d'une coopérative qui s'appelle le Pavé, une SCOP,
et qui s'est donné pour mission d'éduquer les jeunes adultes. On va dire ça comme ça? Qui s'est donné pour mission l'éducation populaire des jeunes adultes ou des vieux aussi. Tu vois, c'est là que je dis mal le truc et qui reprend. Mais ça peut ressembler à ça. Mais ça peut ressembler à ça. Bon, alors attends, je vais le Ce qui faire est mieux. difficile dans l'idée d'éduquer. Si tu veux, le problème d'éducation populaire, c'est un terme vraiment, vraiment à la con. Ouais, Parce c'est qu'éducation populaire ne veut pas dire éducation du peuple. Ça veut dire une éducation dont la forme et dont les méthodes sont populaires. Éducation populaire, par opposition à une éducation absolument pas populaire du tout, qui est l'éducation nationale, d'accord, par exemple, où là, tu as un savoir descendant, plomb, bon. Éducation populaire. Donc, l'éducation du peuple, c'est ce que fait l'éducation nationale. L'éducation populaire, c'est de dire, il doit y avoir moyen de s'instruire mutuellement, politiquement, des différentes modalités de la domination que les uns et les autres on a vécu, on a compris dans nos secteurs, vous dans les médias, moi. Il doit y avoir moyen d'inventer des méthodes qui nous permettent de s'éduquer avec ça. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que quand tu dis vous voulez éduquer des adultes... Mais c'est-à-dire que vous ne prétendez pas apprendre à lire et à écrire à des petits-enfants dès le berceau, enfin dès qu'ils marchent. Non, on prétend fabriquer du savoir utile pour de l'action collective, c'est-à-dire du savoir politique, en partant de ce que les gens eux-mêmes sont capables d'avoir compris dans un domaine ou dans un autre. Si tu veux, l'éducation politique descendante, elle se fait à l'université, elle se fait par exemple au NPA. Si tu vas à l'université d'été du NPA, tu vas avoir des conférences passionnantes, super balèze sur la théorie du double pouvoir chez Trotsky, sur tu vois, le capitalisme qui n'est plus un capitalisme du projet, qui est un capitalisme... Et donc là, tu as une éducation politique qui est, voilà, des gens qui ont travaillé des questions, font des cours, si tu veux. Mais l'idée de l'éducation populaire, c'est plutôt pas ça. C'était aussi, parce que c'est ce que tu expliques dans une de tes conférences gesticulées, qu'on s'est rendu compte après la guerre que finalement l'éducation telle qu'on la concevait à ce moment-là, c'est-à-dire prendre des enfants, leur apprendre à lire, à écrire, leur apprendre Rousseau, enfin voilà, l'instruction, la culture générale au sens large, ça suffisait pas à faire de ces gens-là la barbarie. Voilà. Et donc, il fallait, pour empêcher que ça se reproduise, il fallait mettre en place un système d'éducation des adultes, politique des adultes. C'est-à-dire, enfin, voilà, c'est-à-dire que la démocratie, c'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est le fascisme. Si, ce qui est naturel, c'est le rapport de force. Ça, c'est naturel. C'est-à-dire, c'est tout pour ma gueule, j'en profite, j'élimine les faibles parce qu'ils m'emmerdent. D'accord, ça, c'est naturel. La démocratie, c'est absolument pas naturel. C'est un truc chiant. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de l'autre en permanence. Je peux t'en parler, puisque dans la SCOP, c'est très démocratique. Et donc, alors attends, juste on finit sur la SCOP. Donc, comme c'est pas naturel, l'hypothèse qu'ont fait un certain nombre de personnes, dont Condorcet à la Révolution française, si tu veux, c'est de dire ça s'apprend. Ça tombe pas du ciel. Si vous voulez une démocratie, puisqu'ils quittent le système monarchique et ils veulent renouer après 2000 ans, enfin, ils veulent renouer avec le seul exemple de démocratie qu'on avait à l'époque, qui était la Grèce antique. Comment on fait? On n'a jamais fait, on ne sait pas comment ça marche une démocratie. Et donc, un certain nombre d'intellectuels ont l'intuition qu'il faut l'enseigner, et que ça s'appelle de l'éducation des adultes, de l'éducation politique, et lui appelle ça l'éducation populaire. Mais d'aucuns diraient qu'on est censé apprendre ça aux enfants, que l'école publique laïque et républicaine est censée apprendre ça aux enfants déjà à l'école. La démocratie, la république, le respect de l'autre. Alors elle le fait en partie, c'est-à-dire que moi à l'école on m'a appris que les noirs et les blancs ils étaient égaux, etc. Les hommes et les femmes aussi. Les hommes et les femmes, donc on m'a enseigné, l'école m'a enseigné un certain nombre de principes. Maintenant son mode de fonctionnement est totalement antidémocratique, c'est-à-dire qu'elle bafoue ses principes en permanence. Il y a un chercheur qui s'appelle Bernard de France qui était extraordinaire, qui montre que les 14 principes qui structurent une société de droit sont violés en permanence à l'école. Et qu'une école non démocratique ne peut pas être une école de la démocratie. Je te prends 3 exemples. Nul ne peut être puni pour un crime qu'il n'a pas commis. Voilà un principe qui structure une société de droit. Les punitions collectives sont légion, encore aujourd'hui. J'en ai donné une fois quand j'étais jeune, j'ai hyper honte, je m'en souviens encore. Nul ne peut être puni pour un crime qu'il n'a pas commis. Donc nul ne peut se faire justice à soi-même.
Donc un prof ne peut pas noter son propre enseignement, c'est impossible. Ouais. Il faut que ça soit un autre prof qui note. Tu ne peux pas noter la façon dont tu enseignes. Là, tu te fais justice à toi-même. Nul ne peut... Enfin bref, tu vois. Et donc, quand tu dis l'école, elle fait ce travail démocratique, en Elle fait, est censée le elle faire. le fait et elle le contredit en permanence. En fait, c'est une école de la sélection. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une conférence là-dessus. Alors, attends, on Et, finit juste sur le... Pardon, juste sur la Et scope. par ailleurs, je ne suis pas Ouais. d'accord avec toi dans la mesure où nul n'est censé ignorer la loi, mais la loi est la seule chose que l'école n'enseigne pas. C'est-à-dire que... Ouais. Oui. Oui, non, d'accord. T'as J'ai voulu un dit ça, interview. moi. J'ai dit... Mais d'accord. Mais alors, juste pour finir sur la scope, donc ça veut dire que vous êtes plusieurs. Je sais pas combien, une dizaine, un peu plus 7, 7 9, 9, d'accord. je sais plus. Ok, au contrat. 8. À vous répartir ce travail, c'est-à-dire que vous organisez un peu partout en France, même si c'est davantage dans la région ici, c'est-à-dire dans le Finistère. Non, c'est Non. en France. Tout. Oui. Oui, parce que j'ai regardé le programme, il y en a quand même un peu plus dans le coin, mais Parce qu'on a été totalement dépassé par notre par le succès succès. et qu'on a invité d'autres gens qui voulaient travailler avec nous à monter leur propre coopérative. C'est pour ça D'accord. qu'aujourd'hui, il y a 4 coopératives, plus des tas de gens qui attendent. Et qu'on s'est en quelque sorte un petit peu réparti le territoire. C'est-à-dire que D'accord. quand Marseille ou Grenoble nous sollicitent, on renvoie sur la scope de Grenoble qui s'appelle l'Orage. D'accord. Donc ce sont des gens qui on leur a proposé le marché suivant. On dit, écoutez, vous venez pendant 1 an, vous suivez la totalité de nos actions. Vous êtes en immersion, vous apprenez toutes nos méthodes, vous nous pillez, vous nous pompez tout et ensuite vous allez le faire. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et donc ça tourne à fond. Alors du coup, ça nous permet de calmer un peu le jeu sur les déplacements, parce que quand tu habites dans le Finistère et qu'il faut aller faire une intervention à Perpignan, C'est loin. c'est pas comme quand tu habitais Paris et que tu allais prendre un pot à Narbonne puis que tu revenais le soir, tu vois. Là, c'est chaud, hein. Pour venir d'ici d'ailleurs. D'accord, donc quand tu dis vous pouvez piller toutes nos méthodes, c'est-à-dire que vous vous êtes donné pour mission d'offrir des outils Au mouvement social. au mouvement social, des outils plus jouissifs, plus marrants que de distribuer des des tracts et de faire des tracts, réunions. voilà, syndicales ou machin. Et donc ces outils, on peut dire que ce sont des ateliers. Il y en a un qui marche pas mal, c'est la désintoxication, la langue de bois. Il y en a un autre, alors pardon, je me souviens plus des thèmes. Pardon, on reviendra là-dessus, mais je trouve que les termes assez, comment dire, le langage que vous utilisez, un peu abscon des fois. Je ne comprends pas toujours tout. Mais pourquoi, justement? Ok. Comment il s'appelle le truc sur le positionnement quand on fait un bilan, genre un truc bilan de compétences, quoi. On réfléchit à son parcours, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce métier, qu'est-ce qui a fait qu'on... Et ça a un intitulé un peu bizarre. Éducation populaire et transformation sociale. Peut-être, non, c'est un autre truc, mais bon, on regardera. Bon, enfin, en gros, on a développé voilà. toute une batterie on a redécouvert toute une batterie de méthodes qui avaient été initiées à la grande époque de l'innovation pédagogique, qui était les années 70. Les années 70 sont des années extraordinaires dans le monde, en particulier en Amérique latine, où là, ils ont des vraies dictatures en face d'eux. Paolo Freire, tous ces gens-là. Mais en Occident, enfin, c'est Ivan Illich sur l'école, c'est bon. Et donc les années 70 sont des années prodigieuses, où c'est les années des écoles parallèles, c'est les années où on commence à dire il faut démolir l'éducation nationale, on ne peut pas continuer comme ça. Et toute cette invention pédagogique qui va donner naissance à un truc dans les années 70 qui s'appelle l'animation, qui à l'époque est un truc révolutionnaire, qui maintenant est devenu ringard, fait marrer tout le monde, mais qui est un truc vraiment... moi, en 79, quand je m'inscris en licence d'animation à Vincennes, d'animation socio-culturelle, la brochure qu'on me donne, c'est écrit le but de l'animation est la remise en cause de toutes les institutions du capitalisme. Et pendant 3 ans, je vais apprendre à remettre en cause la famille, l'école, l'entreprise, tu vois. Bon. Et donc ça, c'est les années 70. Ça va se refermer dans les années 80, à la fois, c'est ce qu'on appelle la contre-révolution néolibérale, on ne va pas le faire ici, mais bon, c'est l'arrivée des socialistes, c'est tout ça. Et puis c'est surtout le gros gag du chômage.
C'est-à-dire que sous prétexte d'emploi, il faut arrêter de faire des écoles parallèles, il faut au contraire revenir à une école férocement sélective parce qu'il faut que les gosses en sortant de là, ils aient des diplômes. Enfin, tu vois. Et donc toute cette innovation pédagogique, elle s'est effondrée dans les années 80 et on arrive au sortir des années 80 avec des façons de militer qui sont tristes, enfin, qui sont des réunions, de la réunionnite où on se fait chier. Enfin, le summum c'est la soirée débat, quoi, tu vois, soirée débat, pour ou contre le voile, tu vois. Alors moi je suis contre parce que ça opprime les femmes. Oui, mais moi je suis pour parce que ça respecte les cultures. Merci, c'était sympa, on a beaucoup avancé, je suis très heureux que cette réunion ait lieu, au revoir. Donc si tu veux, tu vois, et donc le mouvement social, c'est complètement... Et donc voilà, nous on faisait partie des gens qui faisions ça, donc qui animions. Qui étions arrivés, comme tous les gens qu'on rencontre aujourd'hui, à une impasse. Et le miracle d'une recherche-action qui a duré 3 ans, parce que tu ne peux pas changer ta pratique simplement en ayant compris. C'est impossible. C'est pas suffisant. Je veux dire par là que comment je dirais, la critique n'est pas un moteur suffisant pour changer. Sans ça, les profs qui lisent un bouquin de Bourdieu, le lendemain, ils donnent leur démission. Donc ils lisent Bourdieu, le lendemain, ils continuent à mettre des notes. Parce que pour changer, il faut qu'ils puissent expérimenter dans la durée et dans un cadre suffisamment protégé des autres méthodes et ressentir enfin, que c'est plus intéressant de faire des classes freinées que... Bon. Et ces conditions d'expérimentation ne sont plus jamais réunies. On n'a plus le temps. Quand tu demandes à quelqu'un, tu dis voilà, on va faire un séminaire de 6 jours. Il te regarde en disant non, non, je peux vous faire 6 minutes. Mais, et donc, on a fait une recherche-action. Et de cette recherche-action, un certain nombre de personnes, on était 6 au début, avons décidé de franchir le pas. C'est-à-dire dire ok, on ne peut plus continuer. On a tellement démontré que ce qu'on faisait était absurde. Comment on fait pour faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous paraîtrait juste à faire? Alors juste pour expliquer, qu'est-ce que tu faisais avant? C'était quoi ton métier? Parce que c'est ce que tu décris dans une de tes conférences. Dans une vie antérieure, j'ai travaillé pendant Bretagne. 12 ans à la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture, la FFMJC, où j'étais chargé de la... Ça c'est un vrai nom, hein, ça existe vraiment. Oui. La FFMJC. Okay. Où j'étais chargé de la culture. Et pendant une... Elle se marre. Parce que j'ai vu le truc. Okay. Et où pendant une douzaine d'années, j'essayais de porter le dossier de la culture auprès du ministère de la Culture, qui me regardait comme un cancrelat visqueux en me disant vous, c'est la socioculture, ne venez pas nous voir, on n'a rien à faire ensemble. Je dis, je comprends pas pourquoi vous me dites ça, moi. Enfin, tu vois. Oui, concrètement, ça consistait à quoi, s'occuper de la culture dans ces postes-là? Parce que c'est toujours un peu vague. Quand on n'est pas dans ce milieu-là, on ne sait pas exactement en quoi ça consiste. En France, tu as environ 2000 maisons des jeunes et de la culture. Tu as à peu près le même nombre de centres sociaux. Tu as je ne sais plus combien de milliers de clubs Léo Lagrange, de foyers de jeunes travailleurs. Donc tu as des équipements qui sont nés dans le 4e et le 5e plan dans les années 60 en France. On s'est mis à fabriquer des équipements collectifs. Ça n'était pas le cas avant. Si tu vas dans des pays où ça n'existait pas, moi je suis allé au Liban, tu n'as pas ça. Tu veux te réunir, tu veux faire des activités, il n'y a rien. Soit tu as du fric, soit tu... Voilà. En France, on a équipé partout des centres socio-culturels qui ont pris différents noms. Et moi, j'ai été amené à travailler dans une de ces filières-là, qui était les MJC. MJC, ça fait rigoler aujourd'hui. Hein. Oh, MJC, etc. Les MJC dans les années 60, moi j'ai des témoignages mais bouleversants, même dans les années 50. J'ai des témoignages de gens qui disaient la MJC, c'était le seul endroit où on pouvait parler de la guerre d'Algérie avec des gens contestés avec le Parti communiste. Il n'y avait que ça, tu vois. C'est-à-dire elles ont rempli une fonction de contestation, d'agitation intellectuelle passionnante. Dans les années 80, après la vague rose, on leur a dit, c'est bien gentil, ok, ça y est, on a gagné. Donc maintenant, vous allez faire de la danse, du yoga, du macramé, d'accord. Puis vous allez nous laisser nous occuper de la révolution, vu que c'est plus la peine, d'accord. Bon. Et donc, elles ont été reversées dans le cadre en plus de la décentralisation. C'est-à-dire la décentralisation, c'est le maire maintenant qui est le patron. Si tu fais un pet de travers, ta subvention, elle dégage. Hein, bon, donc
Donc voilà, donc moi je suis arrivé dans ces années-là pour Et donc m'occuper c'est de là, la... c'est dans les années 80 que la culture est devenue comme en tant que fille des années 80, j'ai compris comme étant la culture, effectivement la danse, le macramé, le djembé, je sais pas qu'est-ce qu'on pouvait faire Ou encore. enfin l'art, si tu veux. Ouais, voilà, l'art. Ah non mais là il faut rester 2 jours parce que... Non, En 1981, arrive Super Malraux. Jack Lang. L'homme des phrases définitives. Hein. La fête de la musique ne sera pas une fête de la merguez. Ouais. Ah, c'est très très curieux aussi parce que le projet de la gauche aurait dû être de dézinguer le ministère de la Culture tout de suite de Malraux. C'est un projet de droite clair et d'en faire un ministère de l'Éducation démocratique, vous comprenez? La gauche. C'est un truc totalement incompréhensible. Ils vont faire plus fort que la droite dans le genre. Plus fort que la droite. C'est totalement incompréhensible. Ils vont aller beaucoup plus loin dans la distinction entre culturel et socio-culturel. Enfin, ils vont jouer. Hein. Et alors, donc, Jack Lang va faire, Jack Lang, les socialistes, hein, dont l'une des fonctions a consisté à moderniser le capitalisme. Ils n'ont pas fait que ça, mais enfin, ils ont fait ça aussi. Non, je suis désolé. Je vous ai dit, c'est que des mensonges, ne vous inquiétez pas. Enfin, et donc voilà. Et donc, ils vont. Ce ministère va faire un travail complètement hallucinant de rénovation idéologique. Hein. C'est un ministère qui va faire des dégâts considérables, parce que ce ministère va créer une catastrophe intellectuelle majeure, dont peut-être nous ne sortirons pas. Enfin, j'espère que si. C'est-à-dire la réduction de la culture à la question artistique, ce qui est une véritable catastrophe intellectuelle. Parce que si culture ne veut plus dire que art, alors le mouvement social n'en fait plus partie, le syndicalisme ne fait plus partie de la culture, la politique ne fait plus partie de la culture, vous comprenez, je veux dire, vous savez, la culture c'est... Et donc ce ministère va jouer cette carte-là, c'est-à-dire que ce ministère va remplacer du politique par du culturel, il va détruire du politique. Excuse-moi de radoter, mais bon, vous venez de vous interroger des vieux, c'est votre problème. Donc, dans les années 70, ce qui aujourd'hui fait rigoler, à savoir la question de l'épanouissement personnel. Mais évidemment, si t'es pas né dans... Moi, je suis né dans les années 50. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ce que c'est que les années 50. C'est tous les profs qui te tapent dessus devant tout le monde. C'est les filles qui n'ont pas le droit de mettre des shorts en gym. C'est la sévérité. C'est des trucs atroces, quoi. Enfin, c'est le ruban blanc de Peter Handke. Enfin, tu vois. Donc, toi, t'as pas connu ça. Mais donc, dans les années 70, la question de l'épanouissement personnel est une question qui va exploser. Et effectivement, des gens vont se mettre à se dire... J'ai la possibilité de faire du théâtre, j'ai la possibilité d'apprendre à me servir d'une caméra, bon, et donc, ça, c'était génial. Dans les années 80, ça va être récupéré dans une logique capitaliste, enfin, je ne sais pas comment le dire, c'est-à-dire que ça va d'un seul coup être versé dans un truc un peu nul de pratique amateur, et on va valoriser la réalisation de qualité professionnelle comme étant la seule activité qui compte. Ça, c'est Jack Lang. C'est les années 80. Et moi, je l'ai vécu d'une façon extrêmement simple. Jusqu'en 79, on disait, dans le milieu de l'animation, on disait ce qui compte, c'est pas le résultat final. Ça, c'était le grand slogan. C'était quand tu travailles avec des enfants à faire de la peinture, ce qui compte, c'est le processus qui vont vivre dans l'acte de peindre, etc. Et le résultat final, on s'en fout. Dès les années 80, dès 81, tu as une inversion dans le discours de ces mouvements-là, mouvements pédagogiques, et tu n'entends plus qu'une chose. Ce qui compte, c'est la qualité professionnelle du résultat. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a qualité professionnelle de la peinture que donc le processus a été un processus intéressant. Donc il faut travailler avec des vrais artistes et surtout avec des professionnels. Et donc tu as... Et la professionnalisation, je sais ce que c'est en gauchiste que je suis, c'est la privatisation, c'est-à-dire c'est la marchandisation. L'une des 3 conditions de la marchandise, au sens marxiste du terme, c'est la professionnalité de l'acte commis. Donc voilà, donc si tu veux, ça c'est les années 80. Donc quand tu dis la culture, pour moi c'est le théâtre, la danse, effectivement, on est passé par là et aujourd'hui, pour beaucoup de gens, il y a une séparation entre le fait de faire, par exemple, du théâtre, qui est vraiment
c'est vraiment du loisir, enfin, c'est nul, enfin, si tu veux. Et puis le fait d'aller se faire chier à Avignon, dans une pièce aberrante de manque d'intérêt total à 250 € la place, d'accord? Ça, c'est intéressant. Ouais. Parce que là, il y a une vraie démarche artistique. Donc, Non, je réponds à ta question. Ouais, Nous rappelons la question question, c'est en quoi consistait votre métier, C'est- qui était Monsieur Culture dans les MJC. Ça consistait précisément à prendre en compte un réseau de 1700 équipements qui avait des salles de spectacle, 75 salles de cinéma art et essai, qui faisaient des festivals de rock, etc. Et à essayer de construire des synergies avec ça. Donc moi, quand je suis arrivé bêtement, j'ai mis en place des collectifs cinéma, collectifs danse, collectifs tout ça, des stages sur la danse contemporaine. J'ai fait mon travail de Monsieur Culture. Et puis surtout, et c'est là que ça va nous amener à ta question, surtout, je suis allé voir le ministère de la Culture. Hein? Qui était ton ministère de tutelle? Non, Ah non? justement. Ah bon? Les maisons des jeunes et de la culture dépendent du ministère de la jeunesse Ah et oui, des sports. c'est génial aussi, la jeunesse et les sports. Et donc moi je suis allé voir le ministère de la Culture puisque j'étais Monsieur Culture et que je travaillais dans les maisons des jeunes et de la culture. Moi je me suis dit bon, je vais aller demander des subventions pour pouvoir faire des actions nationales. Et là je me suis fait jeter. Mais quand je dis jeter, c'est jeter quoi. Je ne comprends absolument pas ce que vous venez faire. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous venez nous voir? Et je dis parce que vous c'est le ministère de la Culture, puis moi c'est les maisons des jeunes et de la culture. Ah non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le type, je vous jure, c'est comme ça que ça s'est passé. Il dit, vous, c'est la socioculture. Ici, c'est le ministère de la culture. Putain, et moi, je dis, mais excusez-moi, mais la vidéo, la danse... Non, 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 ça, c'est de la socioculture. Allez voir votre ministère de tutelle. Moi, je dis, d'accord. Je venais d'arriver, hein. Première réunion, premier ministère, première demande de rendez-vous, première semaine. Alors je vais à Jeunesse et Sport. Bonjour, je voudrais voir la personne qui s'occupe de la culture à Jeunesse et Sport. Ah mais il n'y en a pas, ici c'est Jeunesse et Sport. Je dis attendez, il y a un vide juridique là dans votre truc, tu vois. Bref, alors les collègues, les directeurs de MJC, quand ils m'ont dit mais Franck, c'est parce qu'il faut que tu leur expliques qu'on fait de l'éducation populaire. Moi je n'avais jamais entendu le terme. Moi je venais de l'animation socio-culturelle. Et il me dit il faut que tu expliques au ministère que c'est de la culture dans une logique d'éducation populaire. Moi, je dis d'accord, mais c'est quoi? Tu vois, il y a de la danse, il lève la jambe, il la repose, mais c'est de l'éducation populaire. Je dis d'accord, mais c'est quoi la différence avec les autres? Tu vois, chez nous, c'est plutôt dans une logique d'éducation populaire. Arrêtez vos conneries. En fait, je m'aperçois qu'ils sont incapables de définir ce qu'ils appellent l'éducation populaire. Et donc c'est parce qu'ils ne sont pas capables et que je veux obtenir de l'argent de ce ministère que je vais, sans trop m'en rendre compte au début, que je vais me mettre moi à devoir rethéoriser cette question, c'est-à-dire aller voir des gens qui me parlent de leurs pratiques, aller voir des intellectuels, à refaire l'histoire, à essayer de comprendre. Et je me suis mis non plus à faire fonctionner, mais ça c'est les années ont passé, dans les années 90, je faisais plus du tout fonctionner un service culturel. Je faisais fonctionner une espèce de service de recherche intellectuel, si tu veux, j'étais une espèce d'intellectuel salarié. Et je commençais à devenir de plus en plus pointu sur cette question. Je comprenais plein de trucs. Jusqu'à ce que je rencontre un Belge qui s'appelle Luc Carton, qui écrit un texte un jour sur lequel qu'on me communique, dans lequel il dit « Mais vous n'avez pas d'éducation populaire en France. Vous n'en faites pas. Nous, on en a en Belgique, mais pas vous. Vous avez de l'animation socio-culturelle, c'est tout à fait le contraire. Ça consiste à animer des objets sociaux. L'éducation populaire, ça consiste à faire de la politique avec des sujets politiques. » Et donc, je lui ai dit, mais est-ce que vous accepteriez de vous enfermer pendant 3 jours et 3 nuits? Parce qu'à l'époque, je ne voulais plus des colloques, déjà. J'avais compris qu'un colloque, c'est un type qui dit des choses intelligentes pendant 20 minutes, et donc tu ressors de là encore plus impuissant qu'avant. Tu vois, c'est un sociologue qui te dit on est dans une société individualiste. Puis tu sors de là, tu fais merde. Ah la vache, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et donc Carton, je lui dis écoute, 3 jours avec des gens qui disent qu'ils font de l'éducation populaire. Puis toi, tu leur expliques qu'ils en font pas. Puis on regarde ce qui se passe. Et donc il m'a dit ah, d'accord, ça serait gai, on va essayer. Donc on l'a fait.
Ça a été un traumatisme. Il y a des gens qui ont vomi, des gens qui ont pleuré. Enfin, c'était un psychodrame. Mais ils ont fini par admettre qu'ils ne faisaient pas d'éducation populaire et qu'en plus, ils le savaient. Oups. Pardon, c'est ça le C'est truc moi. très fort. Et qu'en plus, ils le savaient. Mais oui, c'est-à-dire qu'on leur donnait la possibilité, ce qui nous amène aux conférences gesticulées, de faire un aveu coopératif, c'est-à-dire de dire mais non, j'en fais pas de l'éducation populaire, évidemment. Enfin, si on essaie d'être un peu sérieux avec ce mot, je ne participe pas de l'émancipation politique. Enfin, je veux dire, j'aide à l'épanouissement individuel, et ça c'est très important. Ouais. Mais voilà. Mais ça s'arrête Ça là. s'arrête là. Je veux dire, je fais du soutien scolaire pour que les petits-enfants, ils en prennent encore plus plein la gueule quand ils rentrent en classe, mais je ne questionne pas la modalité de l'école elle-même. Bon. Parce que ça, oh là là, c'est politique, qui suis-je pour aller embêter l'école, enfin tu vois le genre. Et donc, il y a eu quatre sessions comme ça de 3 jours avec Carton qui sont devenues 4 universités d'été qui duraient 6 jours. Donc on est passé de 3 jours à 6 jours parce qu'on se disait non, il faut 6 jours pour travailler sérieusement. Et puis tout ça a déboulé sur un truc un peu bizarre qu'on n'a pas le temps de raconter quand c'est une ministre communiste qui s'est retrouvée à la jeunesse et au sport, Marie-Georges Buffet. Nous on a dit bingo. Wow, c'est pas une sportive pour une fois. Tu vois. Avant il y avait eu Bambuc, tu vois. C'est vrai ça. Et c'est pas une sportive, elle est communiste. Wow. Donc on lui est tombé dessus en disant ah, Madame la ministre, vous n'êtes pas la ministre de la jeunesse, vous êtes la ministre de l'éducation populaire. Là, elle était là, genre, attendez, laissez-moi le temps d'arriver. Et donc, on a lancé toute une opération nationale qu'elle a accepté de conduire, qui s'est appelée une offre publique de réflexion sur l'avenir de l'éducation populaire. Ça, c'est moi qui m'en suis occupé, Carton d'abord, puis moi, qui s'est très très mal terminé, puisque Jospin a sifflé le coup d'arrêt en disant vous arrêtez ça tout de suite, là, tout de suite, fini, je ne veux plus entendre parler de ça. Donc on a tous remballé nos gaules, et moi qui avais animé, j'ai animé 560 groupes de réflexion en France, 560 groupes. Et qui J'allais dans des rues, toute la vie associative, jeunesse et sport, les travailleurs sociaux, et l'idée c'était, dites-nous, comment vous aimeriez aujourd'hui faire de l'éducation populaire, enfin, tu vois. Et ils disaient tous, on en a marre des dispositifs, il y en a marre, l'insertion c'est de la merde, enfin, bon, on veut faire du travail politique, on veut faire du travail d'émancipation, on veut combattre le capitalisme, enfin tu vois. Et donc évidemment, quand on est arrivé en 2000 et que Jospin a dû célébrer le centenaire de la loi 1901, c'est-à-dire cette grande loi démocratique, il a sifflé le coup d'arrêt et on s'est tous fait renvoyer au plot. On a été limogés, placardisés, enfin, ça a été une hécatombe. Et je me suis retrouvé en Bretagne. à élever des poireaux. C'est ça. Mais en fait, donc pour résumer cette grande et belle histoire, tu étais, voilà, tu avais un travail un peu précadré dans lequel comment dire, tu ne t'épanouissais pas. Tu t'es dit, qu'est-ce que je peux faire pour être en conformité avec ce que je pense. Je vais te donner un exemple. Tu vas comprendre tout de suite. Un jour, Philippe Mérieux, dans un colloque avec 5 ministres, dit « Il n'y a plus que l'éducation populaire qui peut sauver l'école. L'école ne peut pas se sauver elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les gens qui se piquent d'animer le débat démocratique, c'est-à-dire les travailleurs sociaux, les équipements, qui peuvent encore construire les conditions d'un débat public sur les finalités de l'école aujourd'hui, parce qu'on est en train de la privatiser dans un cadre européen. Et donc je vais le voir. Il était directeur de l'INRP, qui a été supprimé par Sarkozy, l'Institut national de la recherche pédagogique. Je vais le voir et je lui dis, voilà, moi chiche, moi j'ai 1200 MJC, on y va. On discute un peu et on se met d'accord sur le fait de prendre 20 sites en France, et donc de trouver 20 MJC volontaires pour construire localement, avec les élus, les parents, les profs, les conditions d'un débat public sur à quoi ça sert l'école aujourd'hui. Il me donne à l'époque 200 000 francs, qui était tout à fait correct, enfin 20 briques, quand on parle comme moi en ancien franc, enfin 20 millions. et donc c'était pas mal déjà. 20 briques pour 20 MJC. Mais oui, ça permettait de travailler.
Et donc je convoque deux réunions où j'ai un certain nombre de MJC qui viennent de Poitiers, de La Rochelle, du Havre, et je leur expose le truc. Et les 2 réunions se terminent par Ça marchera pas. on n'ira pas. On n'ira pas parce qu'on ne va pas prendre le risque d'aller enquiquiner l'éducation nationale, on n'a pas la légitimité, on n'est pas capable, enfin tout ce que tu veux. Et donc je me suis rendu compte que ce cadre-là des MJC n'était pas un cadre qui permettait de faire de ce que moi j'estimais être de l'éducation populaire. Les gens me disaient non, nous ne le ferons pas. Et ce type de choses que j'ai vécu, revécu, a été jusqu'au point où j'ai dit mais ok, mais alors fabriquons-le le cadre, enfin tu vois, c'est bon quoi. Et on en arrive à la scope. À la scope. Tu peux faire une pause le temps que j'aille chercher du lait en poudre? Oui. Et est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Oui. Merci. Oui, et toi, mouche-toi, parce que quand tu te mouches, ça fait un bruit terrible. T'as une allergie? Ah, c'est pour ça? Une allergie à Une quoi? allergie à quoi? Il n'y a pas de pollen, on est en juin. Bah si. Bah non. Non mais il y a plein de pollen. Il n'y a plus de fleurs, tu vois, tu rigoles. Ouais, non, mais il va y en avoir. Merci. Ah merde. C'est pas grave. C'est 3 mois de l'année. Donc, C'est con ça, les allergies. Ouais. C'est con, ouais. C'est un drôle de truc en fait. Ouais. con pour tout ça. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est du lait en poudre. Ah, c'est du sucre. Le gros malade. Le névrosé total, 2 kilos de sucre. Et donc... Tu veux des biscuits, tu te sers. Non, Hein. ça va. Toi, tu veux bien? Salaud. Des traumades. Ouais, il y en a plus. Non mais c'est incohérent là, ce que je raconte. Non, c'est très cohérent. non, mais C'est juste qu'il trop. faut qu'on arrive à Ben oui, mais le synthétiser. mais parce toi, que- tu pourras pas. Si. Tu veux qu'on Ouais, on avance. recommence tout et qu'on le Non. dise en 2 phrases? Ouais. Non, on va le synthétiser là et après on va en arriver à ce que vous faites concrètement aujourd'hui. En fait, D'accord, donc c'était ça vas-y, la je question. synthétise, t'es prêt? Non mais on va tout refaire. Non, Non, je synthétise. synthétise. Promis, hein. Ouais, je synthétise. Et après on en arrive à ce que vous faites aujourd'hui. Ouais. Ok. Donc, 3, 4, repose-moi la question. synthétisation. Alors pour synthétiser, Franck Lepage, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et non, attends, merde, non, c'est pas ça. Non, on synthétise tout ce que C'est tu ce que viens vous de dire faisiez et on en arrive à ce que vous faites aujourd'hui. Donc pour résumer, qu'est-ce que vous faisiez avant et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la SCOP? j'ai travaillé pendant 12 ans dans une fédération d'éducation populaire qui s'appelle la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture. J'étais chargé du dossier culture. Je me suis rendu compte de toutes les impasses de ce qu'on appelle le travail social. C'est-à-dire qu'en fait, par où qu'on prenne le problème, nous étions tous dans des postures de domestication des gens et non pas d'émancipation des gens. Et après avoir été jusqu'au bout de ce De ce constat, qu'on pouvait faire. il n'était plus possible de continuer à faire ce travail. Et donc, avec d'autres gens qui avaient fait ce constat aussi, l'idée c'était qu'est-ce que nous pourrions inventer qui nous permette de travailler dignement, c'est-à-dire de faire un travail avec les gens qui nous paraît être un travail d'émancipation politique et non pas de les enfermer dans des cadres de dispositifs qui produisent le contraire, enfin qui produisent de la paix sociale alors qu'on voudrait produire de la révolte. Voilà. Et donc, vous en êtes arrivé à la conclusion qu'il fallait pour Qu'il fallait ça... qu'on crée notre propre outil de travail, que cet outil ne pouvait en aucun cas être une association parce que nous étions arrivés à la conclusion que les associations aujourd'hui sont le fer de lance du capitalisme. La pointe avancée du capitalisme, c'est la vie associative. Qu'en aucun cas nous ne devions demander ni accepter de subventions publiques, qu'il fallait qu'on soit entièrement autonome, ce qui nous a amené, ce qui laissait peu de solutions. Il restait la SARL. Donc on s'est dit, nous voilà sarkozystes. Sauf que dans la SARL, il y a une niche un peu bizarre depuis le 19e siècle, depuis Karl Marx et Fernand Pelloutier, qui s'appelle les coopératives ouvrières de production, les sociétés coopératives ouvrières de production. Et on vient de perdre 2 mots. Hein.
Société, Devine quel mot ils ont enlevé. coopérative, Non. production. Ils ont ouvrier et Ah production. ouais. Donc maintenant, ce sont des sociétés coopératives participatives. Ah merde. Et donc, ce modèle-là, d'un seul coup, est apparu à nous comme exactement ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire des travailleurs qui ne se cachent pas derrière un président bidon, une association bidon et de la démocratie bidon, mais des travailleurs qui créent une association de salariés et qui créent leur propre outil de travail et qui deviennent à la fois leur propre patron et des salariés. Et des salariés. Et ça, c'est la SCOP. C'est la SCOP. La SCOP, on en a entendu parler. De plus en plus, ouais, c'est en train de revenir. Ouais. La dernière fois, c'était avec Cifrance, mais c'est un peu tombé à l'eau. Mais bref. L'intérêt, oui, Ouais. c'est en train de revenir pas mal parce qu'on ne peut pas délocaliser une SCOP. On ne peut pas la vendre puisqu'elle appartient à ses, À ses employés. ouais, et donc, ça intéresse pas mal les collectivités locales qu'une entreprise s'installe sous cette forme-là parce que du coup, elle reste sur place. Parce que les collectivités locales se sont mangées 20 à 30 ans de blagues du genre on donne des subventions à une entreprise pour qu'elle crée des emplois puis ensuite elle se barre. Et alors juste pour en revenir à l'outil de travail, donc l'outil de travail, ce sont les conférences gesticulées, les ateliers divers et variés. Et alors on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire. Ouais. On a fixé 3 axes de travail. Un axe de formation, on est une coopérative de formation, formation d'adultes. On a choisi délibérément de se mettre sur la convention collective de la formation. Donc on fait de la formation, on a un agrément, donc on fait des stages, des séminaires, voilà. auxquels tout le monde peut participer. Oui, sauf que c'est des séminaires qui ne ressemblent pas trop aux autres puisque c'est des séminaires pour apprendre à saboter une démarche qualité, pour apprendre à résister au management participatif, pour apprendre à... bref. Ou pour faire vraiment de la participation des habitants. Ouais. Et donc c'est des stages de formation politique finalement. Et concrètement, parce que j'ai du mal à imaginer à quoi ça ressemble, parce que donc là pendant tout le début, tu as critiqué la forme, Je vais on y va venir. dire Je classique. propose que tu gardes cette question pour dire comment vous faites de la formation politique. Ok. Je veux bien le dire. Ouais, d'accord. Mais grosso modo sur les 3 axes, on a défini 3 axes, c'est de la formation, du diagnostic, puisqu'en fait on connaissait, il y avait plein de consultants qui sont des charlatans. Le consulting, tu vois, c'est le genre de mecs qui te prennent 10 000 € sur un diagnostic jeunesse pour te raconter que les jeunes, ils aiment écouter du MP3. Tu vois, donc c'est vachement intéressant. Et donc nous, on s'est dit, mais nous, on a des choses plus intéressantes que ça à dire sur comment mettre en place une politique jeunesse dans une ville. C'était notre métier. Mais des diagnostics auprès de qui? Auprès des collectivités territoriales. Et voilà, ok, pas... Je peux aller faire un diagnostic de moi-même, de bilan et perspective de ma propre vie ou... Oui, ouais. mais là, sur cet axe, ça c'est la formation. Enfin, c'est ce qu'on Ouais. appelle éducation populaire et transformation sociale, où on propose à des gens de venir avec leur cas individuel, travailler leurs désirs politiques et les contradictions dans lesquelles ils sont, et c'est génial. Non, là, ça concernait des collectivités publiques, c'est de dire à une ville, écoutez, vous voulez mettre en place une politique jeunesse, vous n'avez rien trouvé de mieux à faire que de construire un skatepark. Il nous semble qu'il y a peut-être d'autres problèmes dans la vie des jeunes que le skate. Mais ces problèmes sont politiques. C'est la violence de ce qu'ils subissent à l'école de la part de l'institution, c'est l'inceste, c'est l'absence totale d'information sexuelle, c'est, enfin, je sais pas, d'accord. Et ces problèmes-là, ça ne rentre jamais dans vos politiques jeunesse. Vos politiques jeunesse, c'est toujours des skates. Donc si ça vous intéresse, on veut bien travailler avec vous. Voilà, on s'est mis sur le marché en disant nous avons une offre de réflexion sur... voilà. Et ça marche, il y a des collectivités territoriales, c'est vrai? Ah oui. Par exemple Premier appel d'offres, on tombe sur un appel d'offres sur une communauté de communes. Et donc on dit oh, on va répondre comme ça va être une expérience. Et donc on était 6. Il y avait, bon je dirais pas lesquels, mais des gens connus, des gros laboratoires. Et donc tous. Juste pour avoir une idée de qui répond à ce genre d'appel d'offres, parce que j'ai aucune idée. Non, mais dans ce genre d'appel d'offres, tu as en gros les grosses associations du secteur, comme la Ligue de l'enseignement, comme ces choses-là, et puis tu as des laboratoires de sociologie qui sont à l'affût de contrats, si tu veux. Et donc on répond, et ils avaient tous fait un truc à 10 000 €, parce qu'ils savent tous que c'est ce que paye la CAF pour faire un diagnostic jeunesse. Et donc bon, nous on a envoyé un brûlot de 43 pages, délirant, truc gauchiste.
On avait chiffré notre attention à 23 000 €. Et la première page, c'était une citation de Pierre Charon, 1603. Il y avait écrit « Étrange chose que l'injustice se plaigne de l'incivilité ». Tu vois, genre, en gros, on sait que votre obsession, c'est les jeunes qui se tiennent pas bien. Ouais. Qui crachent par terre. Ils ont un peu des raisons de le faire, vous êtes un peu dedans, quoi, tu vois. Donc, c'était très drôle. Enfin, les réunions, c'était est-ce que vous pourriez pas envisager de nous proposer des cars qui circuleraient dans les communes, puis dès qu'ils voient des jeunes, hop, ils les mettent dans les activités centre-ville. Alors, nous, on disait des rafles, en fait. Alors, ils disaient, mais non, pourquoi vous dites des rafles? Alors, on disait, je sais pas, c'est pas ça. Tu vois, c'était marrant. Et donc... D'accord. Alors, non, parce qu'on disait, les jeunes, c'est quoi le problème? Dites-nous. Alors, on disait, c'est ce qu'ils font. On disait, non, c'est là où ils sont. C'est-à-dire, sur la place du village, sur les... Voilà, ils squattent les bancs. Alors, on disait, mais les vieux, quand ils sont assis, ils squattent les bancs? Ah non, les vieux, ils squattent pas. D'accord, mais pourquoi les jeunes, ils squattent? Vous t'imagines. Mais vous l'avez eu, l'appel d'offres? Mais c'est ça qui est hallucinant. On a été pris au premier tour. 2,5 fois plus cher que les autres. Un truc très très radical. Bon, c'était pas idiot. C'était pas écrit de façon bête. C'était très radical, mais c'était très argumenté. Enfin, Et c'était quelle collectivité, par curiosité? Non, mais juste pour savoir. Qui? C'était dans le coin? C'est la communauté de communes de Carhaix. Ah bah voilà. D'accord, oui, mais c'est pas du jeu. Je veux dire, c'est pas en Alsace, personne nous aurait pris au sérieux. Si, on a fait des ouais diagnostics. On a fait des diagnostics avec le Conseil général en Alsace, du côté de Mulhouse. On a fait des diagnostics. Là, on en a un dans les Landes avec le Conseil général Emmanueli, tout le Conseil général des Landes. On en a. Non, il y a. En fait, on s'est rendu compte, mais on le savait. On s'est rendu compte qu'il y a des tas d'élus qui en ont marre qu'on les prenne pour des imbéciles et qu'on leur sorte de la langue de bois. C'est-à-dire qu'un élu politique, il n'est pas forcément contre une certaine radicalité si elle est argumentée. Si c'est des gens intelligents qu'il y a en face, je veux dire, l'élu, tu vois, on n'avait pas écrit des trucs de zazou. On était tous des professionnels de ce secteur. Donc, on connaissait très très bien les problèmes. Simplement, on leur disait, envisagez plutôt une politique d'éducation populaire, c'est-à-dire envisager une politique jeunesse comme une façon d'aider les jeunes à se construire comme sujet politique. Pas à rester une caricature de jeunes. Et évidemment, ils trouvaient ça intéressant. Alors après, dans les propositions qu'on a été amenés à leur faire, qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre, etc., ça c'est une autre question. Enfin. Ok, donc ça c'est un outil, le diagnostic. Donc voilà, le diagnostic, les formations. Et le troisième outil, on a appelé ça action culturelle d'interpellation. Parce qu'on ne savait pas comment appeler ça. En gros, on s'est dit, il y a Franck qui fait, parce que moi j'avais déjà commencé, j'avais déjà ma conférence gesticulée qui s'appelle Inculture. On va juste préciser conférence gesticulée, c'est l'intitulé du truc, mais le Kidam, moi j'appellerais ça un spectacle, même si c'est pas... spectacle parce qu'on réunit des gens dans une salle, il y a un mec sur une scène qui dit des trucs... qu'il le dit bien, c'est un texte, voilà, on peut. C'est pas péjoratif spectacle, si? Non. Non, parce que il y a un choix volontaire d'emprunter à la convention scénique. Ouais. Même si tu te moques dans le spectacle des conventions du théâtre, du machin, du clown, L'intérêt de le faire sous cette forme-là, c'est que si on mettait une affiche en disant ce soir, soirée débat et discussion sur la question de l'école, je pense qu'on aurait mon beau-frère qui est à attaque, tu vois, et qui est tout seul, parce que les autres ont laissé tomber le collectif. Alors que là, moi j'arrive à avoir 600 personnes dans une salle, si tu veux, et je dis ce que j'ai à dire. Donc oui, l'astuce c'était que la forme permette... soit attractive pour faire passer le Maintenant, message. Quand tu me demandes si spectacle est péjoratif, ça peut le devenir. C'est-à-dire que le piège est de tomber et de verser dans une logique uniquement spectaculaire. Ce qui est en train de m'arriver, dans la mesure où sur Internet, je suis de plus en plus désigné comme un humoriste.
C'est-à-dire que les gens maintenant me perçoivent comme quelqu'un qui veut d'abord et avant tout être un artiste, un humoriste, alors que moi je suis un intellectuel de gauche, tu vois, pourri, enfin je veux dire. Bon. Et donc, le danger de la fin spectaculaire est précisément dans son caractère de séduction. C'est-à-dire que les gens très rapidement peuvent trouver ça moins, enfin tu vois, enfin, et c'est pour ça que, mais ça on n'a pas le temps d'en parler, c'est pour ça qu'on fait un travail permanent de réflexion sur comment est-ce que ça peut rester une forme dangereuse et subversive politiquement. À quel moment c'est devenu de la culture? On peut dire ce qu'on veut, c'est de la culture, c'est cool. Et d'ailleurs, sur Internet, quand on tape ton nom, si on met vidéo, on trouvera un extrait de ta conférence gesticulée qui est celui qui marche le mieux, qui est celui où tu fais l'exercice avec les petites étiquettes où tu... Ou en gros, la langue de bois, où tu, avec 17 mots, tu arrives à construire un discours qui veut rien dire, en mais changeant qui a l'air de des dire mots, quelque mais chose, qui a l'air de vouloir dire quelque chose. Alors, à ce stade, mesdames et messieurs, il faut que je vous explique 2-3 trucs. Vous pouvez vous retrouver dans un colloque. Vite fait, règle de base numéro 1, vous allez dans un colloque pour être d'accord. Pour montrer que vous êtes d'accord avec le pouvoir qui organise le colloque. Vous n'avez jamais aucune raison de manifester le moindre désaccord, c'est très mal vu. Si vous voulez être en désaccord avec quelqu'un pour lui piquer le contrat de recherche avec la mairie ou je ne sais pas quoi, dans ce cas-là, vous dites « je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'intervenant précédent ». Simplement, comme il a manqué de temps, il n'a pas pu revenir sur cette notion qui, moi, me paraît essentielle. Et donc là, le type est salaud. Vous avez plusieurs entrées en matière très rassurantes. La première, c'est au fond. Alors, je vous l'ai fait, donc vous avez compris le truc. Hein. Par exemple, vous imaginez un colloque sur violence et banlieue. Alors, si c'est un colloque du ministère de la Culture, vous dites, au fond, mesdames, messieurs, on peut se demander si la question de la violence dans les banlieues est un problème de délinquance. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément une question de nature culturelle? Vous voyez? Alors là, vous imaginez la même question traitée par le ministère de l'Intérieur, hein, de la Justice. Enfin, donc vous dites, au fond, mesdames et messieurs, on pourrait se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question culturelle. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément, plus simplement un problème de délinquance? Vous voyez, donc ça marche très bien. Vous avez l'introduction très classique, c'est « Mesdames, Messieurs, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti ». Alors, vous ne l'avez pas vu passer, c'est « revenir ». Le mot important, ça veut dire que vous n'allez rien dire de nouveau et c'est très très rassurant. Vous avez besoin d'une dizaine de concepts opérationnels, c'est-à-dire de mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui donnent l'impression de dire quelque chose. Là, je vous ai préparé une communication à 17 mots. C'est pour les besoins du spectacle, hein. C'est énorme. Vous n'avez jamais besoin de ça. Vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un imbécile. Hein. Lui utilise à tout casser, quoi. 5 mots, 6 mots, enfin, vous voyez, vie associative, partenariat, développement local. Enfin, le préfet, s'il est là, il utilise 2 mots, lui, République, sécurité. Enfin, vous voyez. Alors, je les bats devant vous, j'espère que vous me faites confiance. Je coupe. Et donc, vous dites, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du Conseil général, Monsieur le maire, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle. Et cette notion, c'est évidemment la question des habitants, que je voudrais mettre avec cet autre concept qui est celui des acteurs. Si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs, c'est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic partagé qui prenne véritablement en compte la dimension interculturelle, alors, à l'heure de la décentralisation, ce que nous appelons encore citoyenneté doit nécessairement s'inscrire dans une proximité, parce que la question démocratique est tout entière contenue aujourd'hui dans celle de la préservation du lien social. Et à l'heure de la mondialisation, c'est désormais l'espace du local qui est l'espace du partenariat que nous devons tisser de solidarité, faute de quoi? Faute de quoi, lorsque nous demandons aux gens de faire des projets, eh bien, il n'y aurait, à l'issue de ces projets, n'entraînerait, si vous voulez, aucune espèce de développement. Et c'est pourquoi nous devons inlassablement raisonner avec eux en termes de contrat. Et
faire notre effort permanent pour mettre en place une vraie, une authentique, une sérieuse participation avec eux. Mais je voudrais dire tout de suite une deuxième chose. Cette deuxième chose, c'est que, comme l'a fait remarquer un intervenant précédent, si la question de la démocratie, avec l'impératif de développement qui est le nôtre aujourd'hui, doit prendre en compte la dimension interculturelle lorsque nous montons des projets avec les habitants, dans des relations de proximité, c'est parce qu'à l'heure de la mondialisation, ce que nous appelons citoyenneté, eh bien, désormais, doit s'inscrire dans une décentralisation qui intègre un authentique diagnostic partagé à l'échelon du local, faute de quoi ce que nous appelons lien social, et qui n'est rien d'autre en définitive que la vieille question de la participation, ne se réaliserait sous la forme d'aucun contrat, c'est-à-dire ne prendrait pas en compte la question des acteurs eux-mêmes. Et alors, si nous parlons de solidarité, est-ce que ça n'est pas en définitive, c'est amusant, de partenariat que nous voulons parler? Ça, c'est comme ça que les gens te connaissent, mais Souvent, après, ce qu'il faut savoir, c'est que cet extrait-là n'est qu'une toute petite partie de l'ensemble de la conférence qui fait 2 heures et 4 heures. 4 heures. Un culture 1 et un culture 2, non, Non. Ah, ça fait 4 heures. Maintenant, oui. J'ai l'impression que ça fait que Sur 2. Internet, ça fait 2h30, c'est une vieille version. Ah, d'accord. Et en vrai, ça fait 4 heures maintenant. Et les gens, ils restent 4 heures. Il reste 4 heures, ils se plaignent pas, ils viennent me dire on n'a pas vu le temps passer, et Ouais. surtout ils disent il y avait encore des choses que vous auriez pu dire, on serait resté 5 heures s'il fallait. Enfin, Mais avec une pause au milieu. Ouais. Ouais, c'est ça. maintenant je fais un entracte. Ouais, parce que si tu es au moment de l'entracte, tu sais qu'il reste encore 2 heures derrière, je fais. Oui, d'accord. Ok. Mais donc voilà, donc ça, c'est Mais une forme. ça c'est intéressant ta question, parce que ça prouve que le temps, ça prouve que le format Spectacle. spectacle, on s'en Ouais. fout. Ouais. Qui a décidé que ça devait durer 2 2 heures heures. un film? C'est quoi ces conneries? Je veux dire, ça dure 2 heures, pourquoi? Parce que c'est chiant 9 fois sur 10. Donc moi, je préfère. Est-ce qu'il vaut mieux 4 heures passionnantes ou 1 heure chiante au théâtre? Excuse-moi, je préfère 4 heures où je décroche pas que 1 heure ou même 55 minutes où je m'emmerde du début à la fin à Avignon, tu vois. Et donc, la durée est un faux problème. Ah ouais. C'est pas la durée le problème. Le problème, c'est le contenu. la forme. pertinence Ouais. de ce qui se passe entre les gens et de ce qui est dit. Mais donc voilà, donc ça, pardon, c'est moi qui ai fait dévier cette fois. C'est-à-dire que ça, c'est un outil. Donc moi Toi, j'avais t'avais ça. commencé Moi j'avais à ça. faire ça. J'avais ça. Quand on a créé la SCOP, c'est posé immédiatement la question que j'arrête. Mm. En gros, il y a eu un débat entre nous et la tendance dominante était Franck il arrête. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer notre coopérative d'éducation populaire avec un abruti d'artiste. Alors moi je disais mais je suis pas artiste. Arrêtez, m'insultez pas. C'est une conférence. Ouais, mais tu montes sur scène. J'ai dit non mais bref. Et donc il y a eu un débat. Est-ce que Franck arrête? Le problème, c'est que cette conférence nous amenait plein de contacts. C'est-à-dire que des gens, par exemple, dans une mairie, un conseil général Loire-Atlantique, ils regardaient ça. Ils disaient, oh là, c'est quoi ces gens-là? Donc ils allaient voir sur le site et s'apercevaient qu'on faisait des formations d'élus, des trucs. Ils disaient, tiens, tu vois ce que je veux dire? Donc Bah oui. le spectacle, il fonctionnait comme clé qui ouvre des portes. Tu vois, et comme à l'époque, on cherchait des portes, Fallait pas se tirer une balle dans le alors à ce moment-là, quelqu'un, Alexia, a dit ok, mais si Franck garde ça, tout le monde en fait. Il est hors de question qu'il n'y ait qu'une seule personne qui fasse ça. On a dit banco. Tony en a fait une sur le pétrole, Alexia Anaïk sur le management, Gaël sur la protection sociale. Enfin, c'est Il parti. y en a une spécifiquement sur les médias aussi. Il y en a une sur les médias, il y en a même 2. Il y en a une à Grenoble maintenant et une à Tours. Voilà. Et donc, du coup, ce secteur-là, on ne savait pas comment l'appeler. Donc, on a appelé ça action culturelle d'interpellation. Ça veut dire que il ne serait pas impossible un jour qu'on ait envie de faire de la vidéo, qu'on ait envie de faire un film, tu vois, je veux dire, mais bon. Mais je trouve ça rigolo parce que tu passes une bonne partie du spectacle justement à te moquer de ces intitulés qui ne veulent pas dire grand-chose. Mais celui-là veut dire, c'est Oui, une ça veut action dire quoi? culturelle. Alors là, au sens où nous, Ouais. on appelle culture. Oui, c'est ça.
et d'interpellation. Enfin. Ouais, ok. Oui, oui, d'accord. Ok. Donc voilà, on Donc est parti voilà. avec nos 3 secteurs. Voilà, 3 secteurs, ateliers de formation, diagnostic avec des pour les collectivités publiques, collectivités publiques conseil aux collectivités ouais, publiques et action culturelle. et action culturelle d'interpellation. Essentiellement les conférences Les gesticulées. conférences gesticulées. Alors juste par curiosité, les ateliers, il y en a un qui interpelle, c'est celui qui s'appelle désintoxication de la langue de bois, et c'est un peu pour celui-là que je suis venue, parce que dans notre, dans notre secteur d'activité, on passe, disons que c'est un réflexe d'essayer de déterminer qu'est-ce qui oui, de dévoiler. Voilà, relève de la langue de bois ou pas, etc. Donc je voudrais bien, s'il vous plaît, avoir une petite formation de désintoxication à la langue de bois. Et alors pour ça, j'ai amené un journal. J'ai acheté les journaux de la journée d'aujourd'hui. J'ai acheté Le Figaro et Libé. D'accord? On peut essayer, ça te va? Oui, je pense qu'il y aura plus de langue de bois dans Libé que dans le Figaro. Ben, a priori, je pense que ça se vaut, mais... Non, je pense que la droite est beaucoup plus cash quand elle a des choses à dire. Ouais, mais en même temps, c'est ce que je pensais aussi, mais ce matin, je trouve que ça se confirme pas vraiment. D'accord. Parce que tu regardes la couverture de Figaro et tu te demandes vraiment ce qui s'est passé. Tu vois, tu remplaces sa gueule par celle de Sarkozy et tu as l'impression que c'est... Tu vois, que ça aurait pu être une couverture Merkel et Sarkozy pour plus d'intégration européenne, tu vois. Et alors, moi, je me suis arrêtée sur ce mot, oui, intégration. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de ce mot, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire, intégration? Ah ouais, cash comme ça, direct. Je veux bien qu'on fasse une petite introduction avant ça. Ok, alors faisons-la. Sur la question de la langue de bois. Ok, super. Ce qu'on appelle la langue de bois, c'est un langage que nous n'utilisons pas dans notre vie personnelle, dans notre vie quotidienne, d'accord ? Par exemple, quand tu invites des amis à la maison, tu ne leur proposes pas de venir faire une séance de lien social, ou un couscous interculturel, d'accord ? Et quand tu vas acheter du pain, tu ne demandes pas une structure panée. Bon. Autrement dit, et ce point est absolument fondamental, c'est un langage qui structure nos relations institutionnelles, nos relations à des institutions, nos relations professionnelles. Et là, il y a un gros souci depuis 20 ans avec l'explosion du management participatif, qui est une nouvelle forme de domination beaucoup plus efficace que le management précédent et qui utilise du langage à tour de bras pour ça. Donc institutionnel, professionnel et politique, puisque c'est vrai que bêtement, quand on pense langue de bois, on pense tout de suite à l'image de l'homme politique à la télé. Mais à mon avis, c'est pas la plus dangereuse celle-là, parce que en gros, tout le monde est habitué à la décoder. Ouais. Je veux dire, quand Sarkozy nous parle de croissance négative, bon, il doit y avoir pas mal de gens à la télé qui sentent que ça sent l'enfumage, tu vois, que c'est pour pas dire récession. Cela étant, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça marche, et les journalistes répercutent tranquillement. Mais grosso modo, nous au pavé, on est beaucoup plus, par exemple dans nos ateliers, on est beaucoup plus attentifs au langage professionnel. Et donc on travaille avec des syndicats, par exemple, à décoder tous les pièges de la démarche qualité, la démarche qualité. Alors la démarche qualité, oui, ça c'est un grand truc. T'es contre la qualité, toi? Non. Bon. Sans ça, t'es folle. Donc on peut faire passer ce qu'on veut sous cet intitulé. Deux sociologues de mes amis, M. Luc Boltanski et F. Chiapello, dans un article, dans un ouvrage dont le titre devrait vous réjouir, Le nouvel esprit du capitalisme, se sont mis en tête de comprendre comment il se faisait que nous acceptions le capitalisme, alors que nous en comprenons les dégâts quotidiennement. Et donc ils ont eu l'idée d'aller chercher la doctrine du capitalisme, sa théorie, dans les ouvrages de management. Puisqu'un ouvrage de management, monsieur, si je comprends bien votre façon de penser, c'est la théorie de l'exploitation mise dans un livre, comment nous exploiter, comment nous extorquer le maximum de plus-value avec le minimum de salaire, etc. Et donc ils ont eu l'idée de rentrer dans un ordinateur tous les mots de 90 ouvrages de management des années 60. Et puis ils ont rentré tous les mots
de 90 ouvrages de management d'aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui a changé dans la structure culturelle du capitalisme. Alors, mesdames et messieurs, quand ils ont fait tourner leur logiciel d'analyse du langage pour voir la fréquence d'apparition des mots, ils se sont aperçus qu'en 1960, le mot le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management était le mot hiérarchie. Bon, normal. On voit bien pourquoi il faut apprendre à nos futurs dirigeants à raisonner en termes de hiérarchie. Alors, je vous pose la question, en tout cas je la pose à ceux qui n'ont pas vu le spectacle. Combien de fois le mot hiérarchie est-il cité dans 90 ouvrages de management de l'année 1999? Bravo, madame. 0. Mesdames et messieurs, le mot hiérarchie a disparu de la théorie du capitalisme. Alors je vous pose cette question complémentaire. Selon vous, mesdames et messieurs, la hiérarchie a-t-elle disparu des entreprises? Non. Si vous pensez effectivement qu'au moins qu'elle n'a pas disparu et qu'à bien des égards elle s'est renforcée, mais qu'on ne peut plus la nommer comme hiérarchie, alors on ne peut plus non plus la penser comme hiérarchie. Et le syndicalisme a un problème. Parce que autant il est possible de mobiliser un collectif de travailleurs contre une hiérarchie, autant il est extrêmement malaisé et complexe de mobiliser des individus contre ce qui tient lieu désormais de hiérarchie mais n'en porte pas le nom. Mesdames et messieurs, quel est selon vous le mot number one du capitalisme contemporain tel que le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management de l'année 1999? Challenge. Équilibre. Équipe, pardon. Non, ceux qui savent ne le disent pas. On laisse chercher les autres. Alors, collectif, actionnaire, décideur, manager, résultat, synergie, productivité, collaborateur. Ah, vous tournez autour, mais il est beaucoup plus fort que ça, il est magique. Solidarité. Ah ouais, vous tournez autour. Non, mais sauf que ceux-là, on les voit venir. Si vous voulez, c'est comme partenariat. Quand la banque vous dit qu'elle est votre partenaire, vous voyez venir. Non, vous sentez le truc, quoi. Vous voyez, chez moi, il y a une affiche à Quimper, c'est l'armée, premier partenaire des jeunes. Non, celui-là, on ne voit pas venir. C'est pour ça qu'il est magique. Mondialisation, non. Il est bien, hein. Mesdames et messieurs, je vous présente notre ennemi à tous. Attention, je vais faire des malheureux. Eh oui. Parce qu'autant on peut mobiliser un collectif de travailleurs contre une hiérarchie, autant aller faire chier des gars qui ont un projet, c'est vraiment pas sympa. Il se trouve que c'est le même projet que celui du patron, tant mieux, ça prouve qu'il y a du lien social dans l'entreprise. On a d'ailleurs maintenant même une formation qui est spécifiquement sur la résistance à la méthodologie de projet. C'est-à-dire on apprend à des animateurs comment ne plus faire de méthodologie de projet et comment on peut travailler en se dégageant de cette aliénation. C'est-à-dire on leur apprend à ne plus utiliser le concept de projet. Non, on leur apprend à décoder. Ouais. Si tu veux, tous ces mots ce sont des mots ambivalents. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi ambivalent? C'est-à-dire qu'ils sont à la fois intéressants, bien, positifs, tu es projet. C'est bien d'avoir des projets, enfin, tu vois, de se projeter, c'est formidable. Enfin, je veux dire, des projets de vacances. Moi, j'ai un projet politique, c'est la Révolution, enfin, tu vois. Donc... Et ce sont des pièges à cons. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils sont ambivalents. Ils ne sont pas tout noirs ou tout blancs. Et donc, il faut arriver à décoder cette ambivalence et à voir où est le piège. Le projet, c'est ce qui tue le désir. C'est pour ça que c'est totalement... c'est pour ça que c'est un magnifique outil de domination. Parce que c'est le désir qui est révolutionnaire, qui est subversif. Je veux dire, n'importe quelle femme ici présente est capable de comprendre immédiatement la différence entre un homme qui a un désir d'elle et un homme qui a un projet sur elle. Bon. Donc, pourquoi? Parce que le désir considère l'autre comme sujet. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors que le projet... Si je te désire, ça veut dire que
je vais devoir prendre en compte l'hypothèse que ça soit pas réciproque, enfin tu vois, si j'ai un projet, ça veut dire que je sais grosso modo comment je vais arriver à mes fins, d'accord? Ok. Et j'en connais les étapes. Ouais. Et peu importe que je sois Je me d'accord fous ou de pas. ta gueule complètement, j'en tape. Ce qui compte, c'est que tu passes. Bon, c'est exactement pareil dans la méthodologie de projet. Qu'est-ce que c'est que la méthodologie de projet? C'est un système. Alors je suis désolé, hein, ça nous vient des États-Unis. Ça y est, on a les noms, tout, hein, comme dit Coluche. On sait exactement qui, quand, quelle année. Ça vient de la gestion accès-résultat. Et la gestion accès-résultat, ça vient de la théorie de la rationalisation des choix budgétaires. Tout ça, ça traîne dans les bouquins. Hein, je veux dire, moi, j'ai rien inventé. Hein. Ouais. Moi, j'ai vécu, j'ai souffert ça. Et je me suis mis à essayer de redécoder pourquoi j'en étais malade. J'en pouvais plus de faire des projets. Pourquoi je devenais dingue. Pourquoi j'ai des gens qui viennent me dire merci à la fin du spectacle. Monsieur, je viens vous dire merci. Je dis, ah bon? Elle dit oui, parce que moi, je devenais folle avec les projets. Mais j'osais pas le dire parce que j'avais peur qu'on me prenne pour une folle. Ouais. Mais je dis, rien que de savoir qu'il y a un grand monsieur qui s'appelle Boltanski, qui est un des plus grands sociologues, qui a écrit 900 pages contre le projet, elle dit, vous comprenez pas, ça veut dire que je ne suis pas folle. Juste pour revenir sur ces mots, ce que tu essayes d'expliquer dans la conférence, c'est que en gros, on a tout simplement remplacé, fait disparaître un certain nombre de mots pour les remplacer par d'autres, et que en faisant disparaître les mots, on a fait aussi disparaître les concepts et Ouais, disparaître c'est plus les insidieux débats. que ça. C'est plus insidieux que ça. On a remplacé des mots à consonance négative par des mots à consonance positive. C'est-à-dire que l'essentiel du vocabulaire est devenu positif. Il fallait plus dire un aveugle, il fallait dire Un non-voyant. ouais, ou disons un handicapé devenu une personne à mobilité réduite. Enfin, tu vois, il y a eu tout ce travail d'euphémisation, un licenciement collectif. Tu vois, blam, c'est devenu un plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc, il y avait un gars qui s'appelait George Orwell qui avait compris, quand il écrit en 1945 son roman, en 1984, il comprend un truc génial. Il comprend que si tu veux transformer un pays en fasciste, tu n'es pas obligé de mettre des armées. Il suffit que tu changes le vocabulaire et qu'il n'y ait plus que du vocabulaire positif. Parce que si tu n'as plus que des mots positifs, tu ne peux plus énoncer de contradictions. Et donc on n'est plus en démocratie. Tout le travail que faisaient les associations de contestation locale, de ce qui n'allait pas dans les politiques locales, à partir du moment où c'est devenu du développement local, t'es mort. T'es là pour faire du développement local. T'es pas là pour chier dans la colle et dire que je sais pas quoi, que le quartier est moche. D'ailleurs, les quartiers sont beaux. Toute la politique de la ville, c'est positivons les quartiers. Hein, il y a beaucoup de belles énergies dans les quartiers. Oui, mais enfin, va y vivre alors. Enfin, il n'y a pas un seul élu qui habite ces putains de quartiers. Mais à part ça, ils sont tous à fond dans la politique de la ville. Quartier is beautiful. Donc Et ce vocabulaire, on le trouve tu le dis, c'est pas le vocabulaire qu'on emploie entre nous. On le trouve dans les quoi? C'est des cercles assez restreints qui l'utilisent finalement. C'est pas. Ah non, il est devenu obligatoire. Mais moi, j'ai pas l'impression de l'employer. Nous, on travaille. Alors, je sais pas, je connais pas ton secteur. Peut-être qu'à la télé, vous dites encore. Non, je veux dire avec mes amis, avec ma famille, avec. Non, je suis d'accord. Quel est je suis d'accord. Le niveau de pénétration de ce vocabulaire? Il est professionnel. Il est que tu ne peux plus travailler si tu ne l'emploies pas. Par exemple, on travaille beaucoup avec les gens du médico-social. Donc, tu vois, c'est les gens qui sont avec le handicap, dans des centres, etc. Ou la CAF, par exemple, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, ils sont obligés de parler des gens en termes de stock et de flux, par exemple. C'est-à-dire d'utiliser un vocabulaire qui modifie peu à peu leur façon de se représenter le problème. Et ils s'en plaignent, ils nous disent, mais on n'est pas d'accord avec ça, mais on n'a pas le choix, on est obligé de parler comme ça. Et puis au bout d'un moment, ils s'y font, enfin, tu vois. Et alors, pour revenir à nous, enfin aux médias, à ton avis, est-ce que tu verrais dans le milieu médiatique, des mots qui ont été remplacés, non, mais il y en a des plein, mots négatifs, à part intervention? Pour la guerre, c'était quoi? Oui, Qu'est-ce que tu les frappes donnais? chirurgicales. Les frappes chirurgicales, les dommages collatéraux.
dégâts collatéraux, c'est quand même extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est très intéressant d'ailleurs. On s'aperçoit que la France est beaucoup plus avancée sur la dérive médiatique, la dérive du vocabulaire dans les médias. Nous, on fait des ateliers en Belgique et en Suisse, où ils parlent français, et où ils disent encore des choses qui nous choquent. Oh. Par exemple, à Genève, je prends la tribune de Genève, et les Américains venaient de larguer une bombe sur un truc de civil, je ne sais plus si c'était un HLM, un hôpital, une école. En Irak, en Afghanistan. Ouais, je ne sais plus où. Ouais. Ouais. Et donc, bon, un dégât collatéral. Donc. Et donc, je lis dans la tribune de Genève, carnage américain. Et je me suis dit, je suis presque sûr que ça serait impossible de voir ça en première page de Libération. Un carnage américain. Peut-être je me trompe, hein. On a un Belge qui me dit l'autre jour, combien ça coûte pour vous faire venir, tout ça. Alors je lui dis, ben voilà, les conférences, c'est tant, c'est une association culturelle. Et il me dit, bon, écoutez, j'en parle à la puissance organisatrice et ensuite je vous rappelle. J'ai dit, excuse-moi, comment t'as dit là? Le pouvoir organisateur. Le pouvoir. J'en parle au pouvoir organisateur et je vous rappelle. Mais je dis, mais nous on dit le partenaire. Tu te vois écrire dans un dossier de subvention à la mairie, le pouvoir organisateur, ça veut dire que tu rendrais visible le fait que tu n'es qu'un exécutant d'une politique publique et que le maire te donne du fric et tu as juste le droit de fermer ta gueule et de faire, d'accord? C'est le pouvoir organisateur, c'est comme ça. Dire qu'on est des partenaires, ce qui est incroyablement faux, ça laisse entendre qu'on est sur une égalité de position, d'accord, qu'on travaille avec la mairie, mais enfin on fait ce qu'on veut. Tu vois, tu comprends? Ouais. Alors, dans le registre des médias, enfin, il faudrait travailler avec un syndicat, mais je connais pas le vocabulaire parce que je connais pas du tout ce monde-là. Par exemple. Mais par contre, les journalistes répercutent ces mots-là. Quand ils disent, par exemple, le fait qu'un journaliste doté d'un cerveau avec 2 hémisphères accepte de dire croissance négative, c'est-à-dire que lui-même ne s'interdise pas de le faire ou ne s'en moque pas à l'antenne ou dise pas récession, si tu veux, c'est vachement chaud. Et en même temps, je comprends très bien pourquoi il le fait, parce que Sarkozy avait interdit à l'INSEE d'utiliser le terme de récession dans son rapport 2008 sur la croissance. Et comme ils ont un syndicat CGT très puissant, ils ont maintenu récession. Et donc Sarkozy a juré qu'il aurait la peau de l'INSEE, qu'il allait les fermer. Tu vois. Autrement dit, eux, ils savent en face l'importance de ça. Alors la responsabilité des journalistes là-dedans, il y a un bouquin de Case Dixon qui s'appelle « Les évangélistes du marché », où il montre comment ça se passe avec l'exemple de l'Angleterre et de Margaret Thatcher. Il montre où les mots sont fabriqués, donc dans des think tanks, dans des lieux, dans des cercles, si tu veux, qui sont payés pour fabriquer des expressions qui font passer dans l'opinion publique la privatisation des politiques publiques. Ensuite, comment ces mots sont envoyés vers le politique via les médias. C'est très intéressant. Les médias ne répercutent pas ce que disent les politiques. Les médias disent aux politiques comment il faut dire les choses. Et ça, c'est génial. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait récemment? Il faut changer le logiciel de la gauche. Oui. C'est bien ça. Mais ça. Oui, ça, j'imagine que c'est pas Il faut pas carrément François changer la Hollande bécane. Il faut reformater. Et là, sur l'Europe, il y en a eu un paquet. Là, aujourd'hui, il y a le sommet européen qui s'ouvre. Et on va dire que la crise là, qui dure depuis 2008 a été génératrice d'un tas de mots comme ça sur lesquels on ne s'est pas forcément arrêté. Est-ce que dans vos ateliers, vous faites attention à, je sais pas, comme le Robert fait entrer de nouveaux mots dans le dico, comme LOL ou machin, là récemment, il a fait entrer des nouveaux mots. Est-ce que vous je sais pas, vous lisez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est préposé à la lecture des journaux pour repérer les nouveaux mots qui arrivent comme ça? Comme par exemple, là, tout à l'heure, on parlait, on voyait en une du Figaro, on parlait d'intégration européenne. C'est vachement intéressant, l'intégration européenne. Ouais. Comment est-ce qu'on peut être contre ça? Enfin, je veux dire, l'intégration...
l'intégration européenne, voilà, on a l'image. Je veux dire, L'intégration, c'est sympa déjà, Ouais. c'est positif. c'est mieux que la désintégration. En manque de peau, moi je suis pour la désintégration européenne, mais alors à fond les ballons. D'accord? Parce que précisément, c'est pas d'Europe dont on parle, c'est de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le contraire de l'Europe. Hein. Enfin, c'est une saloperie. Et donc, effectivement, parler d'intégration européenne, enfin, ça a été tout le gag du traité constitutionnel. Enfin, c'est construisons l'Europe. Oui, d'accord, donc détruisons l'Union européenne. Enfin, Et là, toi, si tu avais eu à faire le titre, t'aurais mis quoi? Mais c'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Pour plus d'intégration européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les pays acceptent de plus détruire les protections qu'elles ont érigées pendant 50 ans au niveau national. Alors, je suis désolé, mais la mondialisation, c'est vraiment, vraiment le piège à con. Il suffit d'être marxiste première année, d'accord, même année préparatoire, pour savoir que le capitalisme est massivement organisé sur une base nationale. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un capitalisme international, c'est un autre problème. Mais grosso modo, il est régulé dans des cadres nationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, eh ben, c'est l'histoire du 45. On leur a mis dans la gueule les conventions collectives, on a imposé le SMIC, on a dit qu'on ne pouvait pas licencier comme on voulait. Enfin bref, d'accord. Ça, c'est un cadre de régulation dans des frontières nationales. L'intégration européenne, ça veut dire la désintégration de ces cadres de régulation du capitalisme. Donc quand elle dit il faut plus d'intégration européenne, ça veut dire il faut plus de désintégration de toutes nos protections nationales. Il faut plus... Bon. Alors si le Figaro avait mis Merkel et Hollande pour plus de démolition de la protection sociale, tu vois, il y a des gens qui se seraient dit oh ben non, non c'est con. Tu vois. Non mais, non mais elle l'a dit, elle n'arrête pas de le dire. Les salariés en France, la protection sociale est trop coûteuse aux entreprises, on est trop protégés, c'est pour ça qu'il y a du chômage. Toute la théorie du Conseil de l'Europe, c'est que s'il y a du chômage, c'est parce que les salariés sont trop protégés et que c'est trop difficile de les licencier. C'est toute la théorie de la flexi-sécurité. Si on peut virer les gens, c'est donc bon pour leur emploi. Donc voilà, donc si tu veux, l'intégration européenne. Si je suis monsieur tout le monde, que j'ai pas bac plus 12 et que j'ai pas tout Bourdieu dans ma bibliothèque, bah, je suis pour. Surtout si deux chefs d'État, dont un qui me dit qu'il est de gauche, disent ouais quand même par rapport à la crise de la Grèce, il faudrait quand même plus d'intégration européenne. Donc je ne sais pas ce que c'est que la crise grecque. Je crois qu'il y a une crise alors qu'il n'y en a pas. Il faut déjà décoder ce que c'est que la crise. Il faut en lire des bouquins, tu vois. Et donc voilà, donc l'intégration européenne, c'est magique. Donc, je suis contre l'intégration européenne. Alors là, si je dis ça, et si j'ai peu de temps pour le dire, les antifaf vont me tomber dessus, et on va commencer à me soupçonner d'être un mec d'extrême droite. Pourquoi? Parce que l'extrême droite, Marine Le Pen, Villiers, etc., ils sont pour sortir de l'Europe. D'accord? Mais pas pour les mêmes raisons que moi. D'accord? J'en ai rien à foutre de la souveraineté, d'accord? Par contre, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de ne pas aligner les protections des travailleurs français sur le bulgare. Je préférais qu'on oblige la Bulgarie à s'aligner sur nous, d'accord? Bon, mais ça, c'est pas ce qu'ils vont faire, parce que là, il faudra augmenter les charges sociales. Donc en fait, ça, c'est une démolition complète. Tu sais ce que ça veut dire, l'intégration européenne? Ça veut dire la fin du CDI. Mais bon, intégration, ok, ça c'est positif. Intégration, c'est positif. Alors là, l'IB, voilà, l'union politique. C'est un autre mot pour intégration, tu crois? Ah oui, non, moi j'aime bien ça. Si les Européens échouent à s'entendre, tous les efforts menés pour relancer la croissance seront annihilés. Non, le truc qui est chaud là-dedans, c'est relancer la croissance. Alors. Si tu veux, François Hollande, son impératif, c'est de relancer la croissance pour faire baisser le chômage. Moi, ça me paraît logique. Bah alors, sauf si tu fais partie des 700 économistes qui ont signé la charte des économistes atterrés, où là, tu sais que
Depuis 30 ans, un point de croissance supplémentaire se traduit par 1 million de chômeurs en plus, systématiquement. C'est-à-dire, toute augmentation de ce qui, eux, appellent la croissance, c'est plus de chômage. D'accord? Donc déjà, il y a un problème qui est un problème de culture économique bébête. C'est que le terme croissance est un foutu terme à la con. Nous, on appelle ça des faux amis. Tu vois, la croissance, ou tiens, on va donner 3-4 faux amis. La réforme. Ouais, Voilà, ça c'est un faux ami, tu vois. C'est une réforme. c'est sympa. Le problème, c'est que les Français ne veulent pas Pas se de la réformer. réforme. Tu vois. Bah oui, ils ont vachement raison. Putain, comment qu'ils ont raison? Tu vois, tu comprends? Réforme, c'est un faux ami. Croissance, c'est un faux ami. Démarche qualité, c'est un faux ami. En face de ça, tu as des faux ennemis. Les faux ennemis, c'est nos potes. C'est charge sociale. Ah oui, Oh la vache. Tu vois, fardeau. charge, fardeau, tu vois, la charge. Alors là, tu te dis, ouais, tu demandes à une mémé, est-ce que vous êtes pour augmenter, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre 1 ou 2, 0% sur la richesse des patrons pour payer la retraite? Elle va dire, ouais, ouais. Tu dis, est-ce que vous êtes d'accord pour augmenter les charges sociales qui pèsent sur les entreprises? Elle va dire, oh ben non, c'est embêtant quand même. Enfin, tu vois. La dette de l'État, c'est magique. La dette, c'est un pote. Vive la dette. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun État qui. Enfin, c'est génial. Est-ce que vous êtes pour augmenter, pour qu'il y ait plus de services publics? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut augmenter, alourdir la dette? Bah non. Non, une dette, C'est pas bien d'être endetté. c'est pas bien. Donc tu vois, relancer la croissance, qu'est-ce qu'ils appellent eux relancer la croissance? C'est simple, hein, il y a 2 façons de relancer la croissance, il n'y en a pas 50. Soit Faut que je tu réponde. démolis la protection sociale, tu baisses le coût du travail en te disant, si je baisse le coût du travail, si les gens sont payés de la merde, Ça va accroître la ça compétitivité. va accroître toute la théorie etc. Voilà une façon de relancer la croissance qui ne marche pas, mais c'est pas grave. Hein, ça fait, Ça marche chez les Allemands. je sais pas, je suis pas sûr. Si, ils le disent dans le Figaro. En tout cas, l'autre. J'ai remarqué, je te jure, je l'ai vu, un tableau. Non mais Regarde. je veux dire, il faut pas relancer la croissance. Il faut pas relancer la croissance. Il faut arrêter avec ça, si tu veux. D'accord. Tu comprends? Si tu veux relancer la croissance ou si tu veux relancer l'emploi, par exemple, on va prendre d'autres hypothèses. Tu interdis les délocalisations. Le mec, il délocalise une entreprise en Bulgarie, terminé, tu vois. Tu mets, je sais pas, 50 tôles ou une balle dans la nuque, t'envoies la facture de la douille à la famille, comme en Chine. Le mec, il arrête tout de suite de délocaliser, tu vois. Plus personne qui délocalise, terminé. On va peut-être enlever ce passage. Tu comprends? Je veux dire, le mec, eux là, Merkel et machin, je veux dire, Hollande, c'est notre nouveau il président. délocalise à Donf. À Donf. Et là, le type, il dit, ouais, il faut relancer la croissance. Mais ça va, quoi. Je veux dire, arrêtez, au secours. Ah là, moi, je vais faire des poireaux en Bretagne. Là, je peux plus. Je suis devenu trop lucide, ça fait trop mal. Non. Bon, d'accord, donc là, j'ai eu un petit cours. Je viens, alors, attends, je regarde juste s'il y a... Non, mais qui est capable de définir la croissance? Genre, on prend des gens dans la rue, on leur demande c'est quoi la croissance? Dites-moi ce que c'est que la croissance. Je veux dire, tu C'est vois. quand le PIB, il augmente. D'accord, mais c'est quoi le PIB? Ben, Produit intérieur brut. Oui, merci. Je croyais que tu hésitais là-dessus. C'est quoi le produit intérieur la brut? Comment somme tu le des- calcules? La somme des richesses Produites. produites par un Non, des Par un valeurs, pays. justement. C'est pas des richesses. Non, des valeurs. C'est-à-dire que c'est l'exemple que donne Patrick Vivray. Un accident de voiture, ça détruit de la richesse, ça bousille 2 bagnoles, mais ça fabrique de la valeur parce qu'il y a tellement de flux financiers qui vont être générés par ça en termes d'assurance, en termes de transport de pompiers, etc., que ça va augmenter le PIB. Donc c'est quoi la croissance? Tu comprends? Ok, Faut arrêter. les accidents de voiture. D'où les objecteurs de croissance. Enfin, tu vois, d'où. D'ailleurs, vous avez interviewé Pierre Rabhi. Ça doit lui plaire la croissance, lui. Hein. Oui, je crois qu'il a un petit souci avec ça aussi. Ok, qu'est-ce que j'avais vu encore qui était pas mal? Non, après en même temps, l'IB c'est compliqué parce qu'ils font des jeux de mots tout le temps. Mais oui, Ouais. alors voilà. Là, alors le fédéralisme, c'est aussi en ce moment là, ça fait 2-3 jours qu'on parle d'un saut
fédéral. Oui, mais c'est pour le pire, c'est pas pour le meilleur. C'est-à-dire que ce qui est très très effrayant dans l'idée qu'ils vont peut-être arriver à construire un organe politique commun, c'est que c'est vraiment pour démolir tu vois, C'est pareil qu'intégration. en bah gros. ouais. D'accord. Donc si tu veux voir, alors là, tu vois, enfin là je rejoins Étienne Chouin, je dis non, il faut sortir de l'Europe, enfin, vite quoi. Si tu veux, il n'y a pas. Non, mais tu comprends. À partir du moment où les gens qui sont supposés nous représenter à gauche, en l'occurrence François Hollande, les socialistes, font une politique de droite, moi je sais plus faire. Enfin, tu vois, je veux dire. Alors voilà, est-ce qu'il y a une différence entre la novlangue utilisée par la droite et la novlangue utilisée par la Non, je pense gauche? que c'est la Non. même parce qu'il n'y a pas de gauche, c'est la droite. Donc tu veux dire par la Par- droite et par la droite. par le Parti socialiste. Non, c'est la même. C'est la même? C'est la même, c'est la novlangue de ce qu'on appelle la contre-révolution néolibérale, enfin c'est celle de l'OCDE. Et donc c'est cette idée que le capitalisme c'est une bonne chose, enfin tu vois, il suffit de le réguler un peu, etc. C'est l'idée de l'ouverture. Par exemple, la privatisation, enfin je sais pas comment vous dire. Le marché éducatif, enfin ils vont tout transformer en marché, ils vont tout privatiser. Les socialistes, c'est Dominique Strauss-Kahn qui allait privatiser l'éducation nationale. Lui, c'est le privatiseur international, puisqu'il était au FMI. Le FMI, c'est l'instance qui privatise des politiques publiques. D'accord. Ce mec-là, on me dit qu'il est socialiste. Il allait faire ça en France. Bon, c'est pas lui qui le fera. Je vous rappelle que les Américains nous ont sauvés 3 fois dans notre histoire, en 14, en 39 et en 2011 au Sofitel. Et donc, ça sera un autre qui le fera. Mais il y a quand même une différence dans l'affichage au moins, dans comment on présente les mesures. Par exemple, là, Manuel Valls, sur Et il donne 20 € l'immigration. pour le SMIC, ouais, ça fait quand Non, même plus. alors moi, pour parler immigration, parce que c'est un autre, Non, mais d'accord. une thématique qui est Non, censée mais d'accord, il y a différencier la droite et la Je gauche. te vois venir, donc je vais te le dire. La différence, Non. la différence entre la droite et la droite libérale et la droite sociale, disons ça comme ça, elle joue à la marge sur les mœurs, sur des aspects qui sont tout à fait pas négligeables, comme la suppression de la peine de mort, comme l'autorisation du mariage homosexuel, comme une plus grande souplesse dans l'accueil des immigrés. Enfin, tu vois, tout ça, ça fait une différence. C'est-à-dire que c'est exactement comme le management participatif, c'est-à-dire qu'ils sont plus efficaces en étant moins répressifs. C'est une droite qui a compris, alors que l'autre, ils sont très ouvertement répressifs. Mais, enfin, honnêtement, ça fait depuis 1981, ça fait combien? 40 ans 30 ans, 81. Oui, ça fait 33 ans qu'ils nous jouent le scénario. Un coup la droite qui est méchante, un coup la gauche qui arrive derrière, qui fait passer les trucs de la droite, et puis ensuite la droite revient, elle en met un gros coup, puis la droite fait passer. Franchement, là, c'est juste énorme, quoi. Ce que Hollande est en train de nous le rejouer, mais c'est tellement visible, c'est spectaculaire, enfin, je veux dire. Là, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est l'affichage d'objectifs. Alors là où les anciens ministres de l'Intérieur sous Sarkozy affichaient des objectifs de reconduite à la frontière, d'expulsion. Les procédures d'éloignement. Oui. Valls nous parle d'objectifs de régularisation. C'est-à-dire, les méchants avant disaient on va en expulser 30 000 par an. Lui, il dit on va en régulariser 30 000 par an. Tout à fait. Non, non. Alors que les autres, ils ont dit qu'ils allaient régulariser exactement le même nombre. Le même nombre. Mais les autres ne parlaient pas du nombre de C'est un très bon exemple. Du gens qui régularisaient. Ils ne parlaient que du nombre de gens qui... C'est génial. J'ai bien fait l'exercice. C'est superbe. C'est superbe. Il n'y a plus d'échecs scolaires en France. C'est interdit d'utiliser l'expression à l'éducation nationale. On parle de réussite différée. C'est ça, maman. Tu vois, en fait, ma réussite a été différée. Tu sais pourquoi c'est cool? Parce que du coup, c'est de la réussite. Et franchement, c'est de la réussite qui n'a pas lieu, mais c'est de la réussite, elle est cool. C'est comme la croissance négative, ça reste de la croissance. Mais quand même, est-ce que c'est pas bien de dire à un enfant, non, mon chéri, tu n'as pas échoué, tu vas juste réussir un peu plus tard que les autres. Mais oui, c'est bien, à condition que les pratiques soient alignées sur le langage. Là, si le langage sert juste à enfumer et à maintenir des pratiques qui sont férocement répressives, si tu veux,
c'est odieux. À ce moment-là, je préfère que le langage reste répressif, parce que je vois plus clair. Alors, juste pour conclure, parce que en fait, d'habitude, je demande aux gens que je vais voir comment ils s'informent, voilà, quelle est leur source, quelles sont leurs sources d'information. Toi, j'imagine que tu dois dévorer les manuels de management, les plaquettes de présentation des actions culturelles des conseils généraux, régionaux ou des mairies. Enfin voilà, Non, non, pour non. alimenter ta réflexion. En fait, très curieusement, notre réflexion maintenant, elle est alimentée par les gens qui viennent dans nos actions, dans nos stages. Et c'est génial ça, c'est étonnant. Depuis 5 ans qu'on a créé la SCOP, moi je suis en train de me faire une culture de tout un tas de secteurs dont je ne connaissais rien. Il faut savoir que la séparation, là je vais être obligé de jargonner un peu, mais je ne sais pas le dire autrement, la séparation des champs, comme dirait Bourdieu, elle est au principe de la domination. Donc je vais traduire. Il est extrêmement important de maintenir l'idée que ce qui est culturel, c'est différent de ce qui est social, qui est différent de ce qui est éducatif, qui est différent de ce qui est socio-éducatif, qui est différent de ce qui est socio-culturel, d'accord? Donc tu as des systèmes d'agents et non pas d'acteurs, tu as des professions, tu as des métiers, d'accord? Si tu réfléchis 2 secondes, c'est complètement aberrant de dire que quelque chose est culturel ou social. Le social, c'est de la culture, enfin, tu vois. La culture, c'est du social, enfin, je veux dire... J'ai jamais réfléchi à ça. Jamais réfléchi, bon. Non. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, dans le champ dans lequel je travaillais, j'étais dans la culture version socioculture. Donc, je parlais pas aux cultureux et je parlais pas aux sociaux parce que c'était un autre champ. Et on n'utilisait pas les mêmes concepts, on n'avait pas les mêmes références. Bon. Nous, on arrive avec la SCOP et on arrive avec des méthodes émancipatrices dont on n'a pas eu le temps de parler, mais qui, grosso modo, sont construites autour de l'autobiographie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as vécu qui t'a amené là où tu es aujourd'hui et qu'est-ce que ça te permet de comprendre, d'accord? Oui, donc voilà, ça c'est un des ateliers que vous proposez. Tous, on commence toujours par de l'autobiographie. Ouais. Mais pardon, mais moi je trouve que ça fait un peu psychanalyse de thérapie de groupe. Ben non. Bah si, c'est ma maman, mon papa, tout ça. Non? Non, c'est tout le problème. C'est qu'effectivement, c'est une façon d'empêcher que ça ait lieu. En gros, c'est raconte pas ta vie. Tu vois? Non, mais on a fait un atelier au NPA, à l'université d'été du NPA, un atelier éducation populaire où on leur a expliqué qu'on partait toujours de trucs autobiographiques. C'est-à-dire que, excuse-moi, mais tu te réveilles pas un matin, un jour, en disant tiens, je vais adhérer au Parti communiste. Ça se passe pas comme ça. Tu vois? Un engagement personnel, il est fait de rencontres, il est fait d'événements, il est fait de deuil, il est fait, oui, d'une enfance aussi, tu vois, il est fait de tout un tas de machins. Et ces trucs-là, après, dans notre façon de militer, qui est très normée, ils sont interdits de séjour. C'est-à-dire, on s'en fout de ta gueule. Enfin, tu vois, c'est quoi la théorie? Ben, dans nos milieux, tu veux dire, dans les milieux... D'une façon générale, comment je dirais? Parce que moi, je trouve justement, on enjoint beaucoup les gens à raconter leur vie. Non, nous, ce qu'on fait, on a un exercice qui s'appelle Petite Histoire, Grande Histoire. Et là, ça nous emmène trop loin aussi. Moi, je saurais arrêter. Si c'est trop loin. On demande aux gens de mettre leur année de naissance et ensuite de dérouler les dates jusqu'à aujourd'hui. 55, 56, 57, 58, 59 jusqu'à aujourd'hui. On fasse 3 colonnes, un événement de la grande histoire, 63, Kennedy a été assassiné, tiens, ouais, ça me rappelle. Un événement de la petite histoire familiale, 63, putain. Ah ouais, mon père a acheté sa première 2 chevaux dans le HLM, ouais, c'était la grosse frime. Et 3e colonne, on n'a pas le temps d'en parler. Et donc, c'est quoi, non, la 3e colonne, c'est par rapport au sujet sur lequel on nous fait venir. D'accord, ok. Et donc, ensuite, on remet tout ça en commun. Les gens, au début, se disent, putain, ça va être quoi ce truc? Enfin, ça va être thérapeutique, enfin, tu vois. Sauf qu'ils choisissent de raconter ce qu'ils veulent. Enfin, tu vois, ils sont pas obligés de raconter leur premier viol, d'accord, bon. Et donc, en réalité, il va se passer un truc très étonnant quand on fait ça. C'est que dans le groupe, il va y avoir un effet intergénérationnel. C'est-à-dire que les jeunes qui attendent de naître, hein, quand on est 73, moi je suis né, d'accord, t'as l'autre qui est là, qui est né en 85, qui dit putain, je vais me barrer.
Et puis ceux qui sont nés en 85, ils entendent ceux de 54 parler de comité de soldats. Mon premier comité de soldats, c'est quoi ça? Bah, en fait, dans les casernes, je me dis putain, mais moi j'ai pas tout ça, quoi, tu vois, etc. Et puis en fin de compte, ils vont s'apercevoir qu'ils ont exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que la première manif, la première émotion politique, le premier livre qui m'a défoncé, etc. Donc ça crée une espèce de, ça crée une culture commune politique. Et puis surtout, on va s'apercevoir d'un truc étonnant quand il y a beaucoup de gens d'âge différents, c'est qu'on a une phase de conquête jusqu'en 81, et ensuite on perd, d'accord. Bon. Et donc, ça permet de comprendre plein de choses dans la façon dont on est en train de militer sur des trucs, quelle que soit nos générations. Et ça recrée du désir politique entre nous. À partir du moment où on a fait ce travail avec un groupe, et ça dure longtemps, le groupe il est prêt à bouffer du lion. Sur l'école, sur les comités de quartier, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est pas de l'autobiographie thérapeutique, parce que les gens ne disent pas des choses, enfin, c'est assez rare, ça a dû nous arriver peut-être une fois ou deux, où il y avait des choses un peu lourdes d'un seul coup qui étaient dites, mais les gens comprennent vite de quoi il s'agit, enfin tu vois, ils vont pas nous livrer... Parce que toi, dans ta conférence, tu expliques que... en gros, tu racontes dans quelles circonstances ton père est mort et tu dis, voilà, il est mort parce qu'il a grimpé 5 étages en portant 2 packs d'Évian. Donc, parmi les responsables, c'est ce qu'on appelle de la théorie incarnée. Ouais. Mesdames et messieurs, mon père est mort le 2 décembre 1999 en essayant de remonter 18 kilos d'eau Volvic sur les 4 étages de son HLM. Il est arrivé en haut, il était cardiaque au dernier degré, il a réussi à monter les bouteilles, et puis là, il est tombé dans les bras de ma mère, il a mis quelques minutes à mourir, ma mère a assez peu apprécié la scène. Il s'en rappelle encore. Alors je me suis dit qu'il y avait 3 responsables dans l'histoire. Il y avait 3 assassins, si vous voulez. C'est une espèce de meurtre en réunion, quoi. Le premier assassin, c'est le mec qui a construit le HLM, et qui n'a pas mis d'ascenseur. À l'époque, il faut que vous sachiez, après la guerre, il y avait un débat qui traversait la profession des architectes. Faut-il construire en hauteur ou à plat? C'est-à-dire, faut-il donner un pavillon à tous les Français, ce qui était rigoureusement financièrement la même chose. Ça ne posait aucun problème d'ordre financier. On pouvait faire des lotissements, donner une maison individuelle à chaque Français, ou est-ce qu'on construit des bars et des tours comme font les Américains, etc. Et alors, pour des raisons idéologiques, la profession architecturale, la charte d'Athènes, je vous renvoie à tout ça, le Corbusier, pensait à ce moment-là que le peuple ne revendiquait pas les vices de la bourgeoisie, et que donc, dans un HLM, dans une tour, etc., il y aurait une forme de vie sociale 1000 fois plus riche que dans ce truc atroce, le pavillon ridicule. Et l'architecte, lui, avait un pavillon, on est d'accord, hein? Mais le peuple, lui, était bon pour les HLM. Et donc, c'était très amusant parce que chez moi, il y avait 4 étages sans ascenseur. Et juste en face, il y avait ce qu'on appelle une résidence. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Donc, c'est comme un HLM, mais en pierre de taille avec un ascenseur, si vous voulez, pour les riches. Et là, il y avait un ascenseur. Il y avait un ascenseur parce qu'on considérait que on pensait à l'époque que les pauvres étaient sportifs et que donc, ils pouvaient... Et donc, le premier responsable, je me suis dit, c'est l'architecte qui a construit ce HLM. Parce que mon père cardiaque, voilà, au bout du 4e étage, il est... Le deuxième assassin, je me suis dit, c'est M. Volvic. Enfin bref, ce sont tous les fumiers qui nous font croire qu'il faut boire de l'eau minérale en bouteille plutôt que de l'eau du robinet. Mesdames, Messieurs, l'eau du robinet est une eau potable selon la définition juridique française. Une eau potable est une eau qui peut être bue toute la vie sans aucun danger pour la santé. L'eau potable en France subit exactement 60 contrôles. 60 contrôles avant d'arriver dans votre verre. Pourtant, nous sommes un certain nombre à pleurnicher qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'est pas ci, qu'elle n'est pas ça, et à acheter ça. L'eau potable coûte très exactement 300 fois moins cher qu'une bouteille. Hein. Un litre d'eau potable, c'est 1/3 de centime, 0,35 centimes. Regardez vos factures. Ça coûte 300 fois plus cher. Très exactement. Ok ? Nous lavons nos voitures à l'eau potable. Nous pissons dans de l'eau potable. Nous chions dans de l'eau potable. La seule chose qu'on ne fait pas avec l'eau potable, c'est de la boire.
C'est-à-dire que qu'est-ce qui fonctionne dans la conférence gesticulée? C'est qu'une conférence, c'est de la théorie. Mhm. Et une conférence gesticulée, c'est de la théorie incarnée. Je vais vous raconter comment je me suis fait massacrer la gueule avec les multiplications par 9 chiffres. Mhm. Et instantanément, tout le monde est capable de dire « Ah ouais, putain, moi aussi, nanana ». Mais du coup, quand j'explique la constante macabre, je sais pas quand j'explique que les exercices sont faits pour fabriquer des bons, des moyens et des Ouais, mauvais, et des mauvais. et que je donne un exemple, enfin, tu vois, que j'ai vécu dans mon permis de conduire, enfin, je sais pas, moi, ça produit pas le même effet, Mhm. ça n'a pas la même efficacité que de la théorie tout court. Mais je peux pas te dire, enfin, Ouais, si ouais. j'ai quelques idées maintenant sur la question. Et en plus, il y a des mecs avant nous qui ont écrit ça, excuse-moi, il y en a un qui s'appelait Bertolt Brecht. C'est toute la théorie de Brecht, c'est ça, c'est de dire si il faut pour que ça bouge, il faut qu'il y ait intellect et émotion. Si tu n'as que l'intellectuel ou si tu n'as que l'émotion, c'est le Front National, que l'intellect, c'est enfin bref, je dirais personne. Et donc, Si. donc l'intellect et l'émotion, si tu veux, Ouais, c'est ce qui fait c'est ce qui déclenche, enfin c'est ce qui fait tout péter. d'accord. Et Et donc c'est pour ça que on travaille beaucoup sur comment les gens sont devenus ce qu'ils sont mhm. par rapport à un sujet. Hein. Et les gens, ils viennent pas pour travailler ils viennent pour travailler sur leur façon de militer, sur leur métier, Enfin, je peux pas te dire. Enfin, c'est des gens qui disent, moi, je suis animateur socioculturel dans un quartier, mais j'ai plus aucun contact avec les gens. Ils viennent pas. Quand je fais des ateliers, j'ai personne. Puis moi, j'ose pas aller les voir. Enfin, c'est des gens ou alors des gens qui disent, je suis infirmière, mais moi, j'ai fait ce métier pour parler à des gens. Mais je parle plus à personne, j'ai plus le droit maintenant avec la démarche qualité. On doit faire une toilette en 12 minutes ou 4 minutes. Et quand je parle à des gens, j'ai un blâme. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi maintenant la suite de ma vie? Enfin, tu vois, Mhm. et c'est donc des gens qui viennent travailler politiquement leur métier. Je sais plus pourquoi D'accord. on s'est retrouvés là. Parce qu'on parlait des sources, mais on va jamais y arriver en Et fait. si, c'est très bien. C'est que du coup, on s'est mis à rencontrer plein de gens Mhm. de plein de secteurs différents qui nous ont tous présenté leur domination. Mhm. Et là, on s'est fait une culture politique, mon ami. C'est-à-dire que maintenant, moi, je suis capable de relier mon expérience de cultureux dans les MJC avec une nana qui était prévention toxicomanie, avec un mec qui dirige un foyer. Tu vois, c'est-à-dire que avec un journaliste, c'est-à-dire que Il y a des journalistes qui ouais, viennent. Et on alors, commence qu'est-ce à qu'ils voir la disent? question des médias. Oh, bah, c'est passionnant. Enfin, moi, mais j'apprends plein de trucs. Enfin, tu me demandais quelles sont mes sources d'information, c'est les gens. Ouais. C'est les gens parce qu'on ouvre des espaces où les gens peuvent venir nommer leurs contradictions. Ça veut dire, je fais un métier, mais franchement, j'y crois pas. Enfin, j'y crois plus. Enfin, je veux dire, oui, d'accord, je suis supposé faire de la démocratisation culturelle, mais enfin, je veux dire, si je regarde les gens qui viennent dans mes salles, il n'y a pas un seul ouvrier. Enfin, bon, voilà. Mais bon, voilà, pour avoir les subventions, il faut que je dise qu'ils sont là. Mais Ah. et donc moi, mes sources d'information maintenant, c'est beaucoup, beaucoup ça. J'écoute plus. Bon, ça fait longtemps. J'ai arrêté ma télé en 94, donc j'avais 40 ans. J'en ai 58. Elle est tombée en panne un jour et j'en ai pas racheté. Et là, Ça arrive à mes beaucoup de amis gens. m'ont dit putain, tu vas être complètement coupé quoi. Ah. Et en fait, non, je suis pas coupé. C'est bizarre. Non. Tu connais la composition du gouvernement, Oui, parce que. du nouveau, Non, enfin, un peu. qui est ministre de la Justice? C'est Taubira. Oui, qui est, qui est ministre de l'écologie. De l'écologie. Ouais, Ah merde. il y a un piège. C'est de l'écologie. Ouais, C'est pas Cécile Duflot? non, elle est au logement. Ah ouais. Mm. Oh, je sais pas. Et ben c'est Delphine Bateau qui vient de remplacer lors du mini-remaniement qui a eu lieu après les législatives, Nicole Bricq, qui était une députée et qu'on a gentiment, à laquelle on a donné une promotion au commerce extérieur. Mais en fait, on a découvert par la suite que cette promotion n'en était pas une et qu'on l'a en fait juste jartée du ministère de l'écologie parce qu'elle elle avait mis un peu trop de pression sur Shell et sur parce qu'il y avait un forage au large de la Guyane et elle exigeait des garanties un peu trop
Voilà. Ça me fait déjà chier. Merci. Je le raconte pas bien. Non, Mais- ça veut dire, c'est quoi l'information, franchement? Bah, De quelle information on Bah, a c'est besoin? qu'au bout de même pas un mois de pouvoir, d'exercice du pouvoir, Hollande, Hérault ont cédé au lobby pétrolier. Voilà. Et Moi, j'ai un problème avec l'information, c'est que... comment je dirais? Depuis Internet, on n'a plus de problème d'information. Mhm. D'accord? Avant, il fallait la chercher, l'information. Mhm. Maintenant, il y en a trop. C'est juste du délire. Mhm. C'est tellement... Il y a tout. Je sais pas. Il y a tout. Je pense que ça tue le désir. Là encore, je suis désolé de jargonner, mais quand il y a eu Napster ou Casa, vous vous rappelez? Ouais. Oui, on pouvait chercher Je me suis aperçu que je quel- pouvais avoir d'un seul coup la totalité de la discographie d'Eric Clapton et de Zappa et d'Hendrix. Donc je vous parle de références de vieux. Et je les ai téléchargés. Et là, il s'est passé un truc super bizarre. Ça n'a pas écouté. Je les ai pas écoutés. Mm. Ils sont tous là, les Hendrix, les Zappa. Ils sont tous là, par année. Je les ai pas écoutés. Avant, je me battais comme un chien pour en acheter un. Je l'écoutais, j'usais le sillon, d'accord? C'est-à-dire, c'était... Là, je les ai tous. Et c'est chiant, quoi. Donc, il y a un premier problème avec la profusion. Du coup, le problème, il est plutôt de trier l'information. Là, je m'aperçois d'un deuxième truc, mais ça, je m'en suis rendu compte quand j'étais intellectuel salarié. C'est que l'information qui m'intéresse, elle est dans les livres. Et que lire un livre sérieux, c'est un putain de discipline. Mm. C'est vachement, vachement, vachement dur. C'est-à-dire qu'un travailleur, par exemple, moi j'ai travaillé dans les MJC, ils mettaient en place des DSQ, le développement social des quartiers, et ils mettaient en place des dispositifs d'insertion. Et moi, je lisais des livres sur l'insertion qui dénonçaient l'insertion, qui expliquaient, mais bien, Simon Vull, Bernard M, le piège, le mensonge de l'insertion, l'arnaque de l'insertion. Putain, moi je lisais ça. Mais moi, je ne mettais pas en œuvre des dispositifs. Moi, j'étais intellectuel. Oh putain, c'est clair, oh, trop fort. Du coup, j'allais voir mes directeurs, j'ai hey, l'insertion. C'est de l'arnaque. Et là, les mecs, ils en bouffaient, ils en croûtaient, ils faisaient tourner leur baraque avec ça. Et je leur dis non, mais faut lire les 250 pages sur l'insertion. Tu sais, quand tu rentres chez toi le soir après une journée de travail, tu vois, Et là, le mec, il ne le lisait pas, tu vois. C'est-à-dire que quand il rentrait chez lui, il prenait un roman policier ou il regardait la télé, enfin bref. Et là, il ne se plongeait pas dans un livre compliqué, écrit par un sociologue, tu vois, pour lire. Et quand je dis qu'il ne le faisait pas, il ne le faisait jamais. C'est-à-dire que les seules occasions où les gens peuvent lire des livres compliqués, c'est en formation, c'est à l'université, si d'un seul coup ils passent une licence. Mais dès qu'ils sont dans la vie professionnelle, c'est terminé. C'est terminé. Donc l'information... Donc là, il y a un vache de problème. C'est qu'il faut trouver le temps, si tu veux, de lire des livres qui sont pas ça. Parce que ça, quand je lis ça, moi maintenant je décode ce qui est écrit, tu vois. Je veux dire, excuse-moi, mais quand ils me disent que l'intégration européenne, si j'ai pas lu le bouquin de Marc Olivier, de Raoul Marc Génard sur la trahison des élites, enfin bref, des livres, tu vois, des trucs qui sont pas de l'information, enfin qui sont autre chose, etc. Si j'ai pas lu ça, je peux pas décoder. Et donc il y a un problème avec les sources. Là, j'ai ma compagne qui vient de passer une thèse. Je suis jaloux. Tu verrais les étagères de sa chambre. Comment j'ai la honte. Putain, je veux tous les lire, quoi. Théorie de la démocratie, machin, le truc. Tu vois. Et en fait, elle a fait une thèse. Elle était obligée. Moi, rien m'empêche. Je veux dire, tiens, ce soir, je pourrais... Et pourquoi tu vas pas le faire? Parce que c'est un effort, parce que c'est fatigant, parce que l'éducation populaire, c'est à ça que ça sert, si tu veux. Tu sais, quand j'ai présenté, je vous raconte, on peut terminer là-dessus, mais quand j'ai fait... quand j'ai commencé à jouer mon truc à Avignon, parce qu'il y a eu un gag avec Avignon,
André Benedetto, qui était, il vient de mourir, qui était le Robespierre du théâtre français, celui qui a créé le Off et tout ça. Et celui qui t'a dit qu'il fallait que tu te lances sur scène. Ouais. Et que je lui ai dit, chiche, mais je te préviens, ça va durer 72 heures. J'ai fait le calcul, je veux parler 72 heures. Et lui, il m'a répondu 72 heures, putain, c'est culotté ton truc, tu veux pas essayer 1 heure pour voir? Et moi, je lui ai dit, mais 1 heure, c'est un spectacle. Je ne veux pas faire un spectacle. Tu n'as rien compris ou quoi? Je veux tout dire, je veux expliquer. Tu rigoles ou quoi? J'ai travaillé avec le cabinet de Bernard Tapie quand il était ministre de la Ville. Avec Toubon, la culture, j'ai travaillé. Je veux dire, j'ai des trucs à raconter, quoi. J'ai des trucs à expliquer. Mais je ne peux pas expliquer ce que c'est que la politique de la ville en 1 heure. Tu déconnes ou quoi? Il me faut 3 fois 8 jours, enfin, je sais pas. Et là, tu vas comprendre ce que c'est que l'arnaque de la gouvernance. Tu vas comprendre pourquoi ça vient des États-Unis. Puis là, tu vas me traiter de complotiste. Tu vas dire, ah putain, ça y est, encore un, c'est Thierry Mélan, il voit la CIA partout. Messan ou je sais pas comment, enfin bref. Bon. Mais toujours est-il que quand il m'a dit c'est 1 heure ou c'est rien, je me suis dit, bon ok, c'est pas ce que je voulais faire, mais est-ce que je suis capable, finalement, est-ce que je suis capable de faire un truc qui dure 1 heure, qui rentre dans une convention qui est théâtrale, grosso modo, voilà, avec des gens assis dans le noir qui payent 10 euros puis des lumières, et où j'arrive à dire quelque chose que, tu vois, qui serait politique selon ma conception d'un spectacle politique. Tout le reste, c'est Antigone. Hein. Antigone, c'est politique, c'est ça. La façon de ne pas faire de la politique au théâtre, c'est de monter Antigone, d'accord? Et donc j'ai essayé, j'ai dit ok, j'essaye. Et là, il s'est passé un truc très rigolo. Je commençais à raconter mes conneries sur Boltanski, tout ça. À la fin, ça dure 2 secondes, enfin ça dure 3 minutes, Boltanski. Et puis à un moment, j'ai eu un doute sur ce que je disais. Notamment quand il dit le mot hiérarchie a disparu, tout ça. C'est plus compliqué que ça. Il ne faudrait pas que je raconte quand même des bêtises. Donc je vais aller vérifier. Donc je vais à la FNAC d'Avignon. Je dis bonjour, puis je regarde. Ils avaient tous les Boltanski sauf celui-là. Je dis merde. Donc je vais voir la vendeuse. Je dis bonjour, vous avez le nouvel esprit du capitalisme de Luc Boltanski? Et la nana, elle me fait, mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce bouquin en ce moment? Génial. Et là, je comprends que les gens qui sortent de mon spectacle, ils se précipitent à la FNAC pour acheter le Boltanski. Et je me suis dit, c'est bon. Voilà. Je fais un honnête travail de vulgarisation scientifique. Je raconte Boltanski en 2 minutes. En gros, je fais la 4e de couverture. Comme ça, je passe pour un vrai intellectuel. Mais surtout, les gens, ils vont aux sources. Et ça, c'est magique, quoi. Parce que Boltanski, c'est 900 pages. Hein. Mais quand tu l'as lu, tu t'es acheté un revolver. Hein. T'as un flingue. Je veux dire, c'est une arme. Puis là, le mec qui l'a pas lu en face, il a intérêt à s'accrocher parce que tu vas lui en mettre plein la gueule. Non, c'est excellent.